J'ai été victime d'un crime. Mais j'ai du mal à me considérer comme une victime. J'ai décidé que ce n'était pas comme ça que je voulais qu'on me voie. Un jour, plusieurs mois après mon mariage, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un colis devant ma porte qui m'était adressé. Quand je l'ai ouvert et que j'ai vu ce qu'il contenait, j'ai eu la nausée. Excusez-moi. Pardon. Ça a créé un sombre mystère dans ma vie qui est resté sans réponse pendant très longtemps. En tout, ça a duré 9 ans. C'était le marionnettiste qui tirait les ficelles en coulisses. C'est repoussant et horrible ce qu'il a fait. C'est un monstre et il doit être puni. J'ai jamais connu mes parents ensemble. Ils ont divorcé lorsque j'avais 6 semaines. Peu de temps après, j'étais encore bébé, on a déménagé en Arizona. C'est ma mère qui m'a élevée. Elle a rencontré Gary Hardy à l'église quand j'avais 8 ans. Ils faisaient tous les deux partie d'un groupe de musique et de théâtre à l'église. C'est là qu'ils se sont rapprochés. Quand j'ai eu 9 ans, ils ont eu leur premier rendez-vous. 6 jours plus tard, ils se sont fiancés. Et 3 mois après, ils se sont mariés. C'est une photo de notre nouvelle famille, le jour du mariage de ma mère et de Gary. Ce jour-là, j'étais ravie pour eux. Je voyais à quel point ma mère était heureuse. C'était une belle journée pour moi. Cette photo illustre l'aboutissement de ce que ma mère désirait depuis longtemps. Trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, élever ses enfants et former un couple. Je comprends pourquoi elle était si heureuse. C'est à ce moment-là que j'ai eu une conversation avec ma mère et Gary et que je leur ai dit que j'allais l'appeler papa. Je me souviens que Gary, quand je lui ai dit ça, a été très ému. Je crois même qu'il a pleuré. Il a dit que c'était très important pour lui et qu'il était ravi que je l'appelle papa. Je me suis beaucoup demandé si j'avais joué un rôle dans le fait que Gary se rapproche de ma mère et de notre famille. Sur cette photo, je vois une enfant pleine d'innocence. Mais les choses allaient changer de manière radicale. Il nous a trompés pendant 13 ans. Je crois que dès le départ, j'ai ressenti une certaine réticence à l'égard de Gary. Quand ma mère et lui se sont mariés et qu'il a emménagé chez nous, Gary était très affectueux. Particulièrement avec ma mère et moi. Il adorait les câlins. Il en faisait souvent. Mais je n'aimais pas ses étreintes. Elles duraient trop longtemps et il me serrait trop fort. Ses câlins étaient trop possessifs. Et j'aimais pas ça. Ça me rendait mal à l'aise. Mais j'avais pas le choix. Je devais le prendre dans mes bras, moi aussi. J'avais le sentiment qu'il attendait plus de moi que ce que je voulais lui donner. Je me sentais obligée de lui rendre ses câlins. Alors je le serrais dans mes bras parce que c'était ce qu'il attendait et ce qu'il voulait de moi. Mais dans ces moments-là, j'étais toujours hésitante. J'avais hâte que ça s'arrête. En général, c'était moi qui reculais la première quand il me prenait dans ses bras. Je crois qu'il est facile,
surtout pour une enfant, d'ignorer ses sentiments et de les refouler. On accepte ce qu'on nous offre quand on est enfant, et ça devient la norme. C'est une photo de Gary. Ça montre assez bien qui il était. Il portait toujours des polos et une casquette comme celle-ci. Il avait de l'embonpoint. Il n'était pas très attirant. Quand je regarde cette photo, je me dis, quel pauvre type. Il n'a absolument aucun style. Gary était un beau-père un peu gauche et pas très à la page. Un soir, j'ai fait un cauchemar. Ma mère n'était pas là. Je ne sais pas où elle était, mais il n'y avait que Gary. Je me souviens être allée lui dire, au milieu de la nuit, que j'avais fait un mauvais rêve. Hey you, what's the matter? I had a bad dream. Bad dream? Come here. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. Et Gary semblait être tout aussi chrétien que nous. Et c'est très difficile. Mais il m'a fait asseoir avec lui dans son lit et il a prié pour moi. Come here. Come on. Right here. All right. Bad dream, huh? Close your eyes. Et il avait beau être en train de prier pour moi, ce qui était censé être une bonne chose, cette situation me rendait extrêmement mal à l'aise. J'avais la sensation que son but n'était pas vraiment de m'aider à me sentir mieux après mon cauchemar, mais il en profitait pour créer un moment agréable pour lui. Et il m'en a reparlé plusieurs fois par la suite, en me disant qu'il avait adoré que je vienne le voir quand ça n'allait pas, et qu'il ait pu me réconforter. Pardon, c'est vraiment... Burke. All right. Beat it. Go to bed. J'avais du mal à déterminer ce que je pensais de Gary. Mais quand j'analysais les sentiments qu'il m'inspirait, je les chassais immédiatement. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais partager avec ma mère. Mais je me rappelle avoir pensé, quoi qu'il arrive, même si je refais un cauchemar, je n'irai plus chercher du réconfort auprès de lui. Quand j'étais en 3e, j'étais très contente, car certaines options étaient réservées aux élèves de 3e. C'était le cas notamment de l'équipe de Pom-Pom Girl qu'on voulait intégrer avec mes amis. On nous avait dit qu'on serait prévenus par courrier si on était acceptés dans l'équipe. Alors tous les jours, j'allais vérifier la boîte aux lettres pour voir si la bonne nouvelle était arrivée. Une après-midi, je décide d'aller vérifier la boîte aux lettres. À l'intérieur, il y avait une lettre qui m'était adressée. Le nom de l'expéditeur était AJHS Jag. AJHS, c'était le nom de mon collège. Et le nom de l'équipe de Pom-Pom Girl était Jagline. Je me suis dit que j'avais été admise. L'enveloppe était épaisse, ce qui est toujours bon signe pour un dossier d'inscription. Alors, j'ai ouvert l'enveloppe. Et j'ai sorti ce que je pensais être la bonne nouvelle. Mais à la place, il y avait un tas de photos pornographiques en noir et blanc qui semblaient avoir été photocopiées à la suite, page après page. J'ai tout de suite eu un sentiment de dégoût. Aujourd'hui encore, je me souviens de ce que j'ai vu sur la première page. Ça m'a tellement choquée que je me suis mise à trembler et à pleurer. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller montrer ça à mes parents. C'est un journal intime que je tenais quand j'avais 13 ans.
C'est dans ce journal que j'ai raconté la fois où j'ai reçu la première enveloppe contenant des images pornographiques. Voilà ce que j'ai écrit ce jour-là. Je tremble. Pourquoi? Bon, c'est assez grave. Aujourd'hui, j'ai reçu une enveloppe Kraft qui contenait des photocopies d'images pornographiques. Genre des gens nus. J'en reviens pas. Je ne sais pas qui a pu faire ça. Ces photos étaient horribles. Burke. Qui a bien pu me faire ça? Qui? Quand je relis ça aujourd'hui, je perçois un sentiment d'incrédulité et d'effarement. C'était très inhabituel pour moi. C'était dérangeant et très loin de ce que je vivais au quotidien. Mon cerveau ne comprenait pas ce qui se passait. Malheureusement, cette petite fille n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Gary a appelé la police et il a déposé plainte. Kind of sicko would do something like this. Qui a fait ça à ma fille? Et pourquoi? On finira par le savoir. Ils m'ont posé quelques questions. Ils m'ont demandé si j'avais des ennemis, si je savais qui avait pu faire ça. Can you think of anyone at school who would do this? No. Whoever it is, you better find him. J'étais contente à ce moment-là que Gary porte plainte. Finalement, ils ont emporté l'enveloppe, ils ont pris sa plainte, et on n'en a plus jamais entendu parler. Je crois que Gary se considérait comme un héros, selon sa vision déformée et tordue de l'héroïsme, parce qu'il s'en était sorti. I am not gonna let anything happen to you, okay? C'était effrayant de ne pas savoir qui avait fait ça et pourquoi. Le fait de n'avoir aucune réponse était frustrant. Et ça a créé un sombre mystère dans ma vie qui est resté sans réponse pendant très longtemps. C'est un journal intime que je tenais en 2003 et 2004. J'y exprimais mes pensées, j'y racontais mes secrets. Comme vous le voyez, il y a des pages et des pages d'écriture. Et puis, ici, environ au milieu, ça s'arrête. Ensuite, il n'y a que des pages blanches jusqu'à la fin. Je rangeais toujours mes journaux intimes dans ma chambre. Mais je les emportais partout dans la maison pour écrire dessus, et il m'arrivait de les laisser traîner dans la maison. Je n'étais pas inquiète que quelqu'un lise ce que j'écrivais. Tout le monde à la maison savait que ça ne se faisait pas. Mais un jour, je cherchais mon journal intime. Je ne le trouvais pas. J'étais sûre de l'avoir laissé dans le salon, sur un meuble. What's the matter? What are you looking for? I can't find my journal. La réaction de Gary était la même que celle des autres membres de ma famille. Il était perplexe. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en as fait? Où l'avais-tu laissé? I thought I left it right here. Retrace your steps. Maybe it's in your bedroom. Il n'y avait jamais rien de suspect chez lui. I checked, it's not. Alors, le fait qu'il ait disparu n'était pas si inquiétant. Mais quand ça s'est reproduit plusieurs fois, c'est devenu bizarre. I'm sure it'll turn up somewhere. Mon journal intime disparaissait une fois tous les 2 mois environ. Il était introuvable. Alors j'en commençais un nouveau. Je suis pas tête en l'air. Je comprenais pas comment je pouvais perdre cet objet-là aussi régulièrement. En réalité, et je l'ai compris plus tard, Gary aimait connaître mes pensées intimes que je n'aurais jamais partagées avec lui. Et c'était une façon pour lui d'entrer dans mon intimité sans ma permission. Après avoir reçu la première enveloppe de photos pornographiques,
J'avais peur d'aller chercher le courrier. Mais des jours, puis des semaines et des mois sont passés sans le moindre incident. Alors je me suis sentie soulagée. Et j'en ai conclu que c'était un incident isolé. Ça faisait environ 1 an que j'avais reçu la première enveloppe. Un jour, après l'école, je suis allée chercher le courrier. Cette fois-ci, il y avait encore une enveloppe à mon nom. Mais sans nom d'expéditeur. Et le timbre était à l'envers. Je me suis sentie mal. Mais je l'ai ouverte. Cette fois, elle contenait de grandes photos en couleur de scènes de sexe. Il y avait aussi un message qui semblait avoir été écrit au rouge à lèvres et qui disait « Je t'aime, je te veux, j'ai besoin de toi ». Et c'était signé du nom d'un garçon de mon école qui me plaisait. C'était un étudiant étranger qui faisait un échange linguistique. Il s'appelait Hans. Mais je savais que ça ne pouvait pas venir de lui. Ça ressemblait trop à la première enveloppe. Et à l'époque où je l'avais reçu, je ne connaissais pas ce garçon. Il n'était même pas dans le pays. Donc, quelqu'un savait que ce garçon me plaisait et voulait me provoquer. Gary était le seul à être à la maison avec moi. Alors je lui ai montré. Je me rappelle m'être assise sur mon lit, en pleurs. Il a passé son bras autour de mon épaule. Il m'a enlacée pour me réconforter. On regardait cette enveloppe, en se demandant qui avait pu faire ça, pourquoi, dans quel but. I think the person that sent this isn't mad at you. What do you mean? Gary m'a dit, quand quelqu'un colle un timbre à l'envers, tu sais ce que ça veut dire? Je lui ai dit que non. Et il m'a dit que ça voulait dire « je t'aime ». It's kind of like a secret code. Un frisson m'a traversé à ce moment-là. Que quelqu'un me dise qu'il m'aime de cette manière-là, c'était encore plus dérangeant. It's okay. Quand j'y repense, c'était pas un hasard que ça arrive un jour où j'étais seule avec Gary. Je pense que c'était calculé. Il avait le beau rôle. Il m'a réconfortée. Il était là. Et en même temps, il a pu voir la terreur et l'angoisse qu'il avait causée. Ça me met en colère. Et c'est répugnant de penser qu'il ait pu faire ça de façon aussi préméditée. Quand j'étais au lycée, ma mère se rendait dans un groupe de parole tous les lundis soirs. Donc elle n'était pas à la maison pendant plusieurs heures. Je me souviens d'au moins une fois où je suis entrée dans la douche, un soir où il n'y avait que Gary et moi dans la maison. Et j'ai été prise d'une sensation de dégoût. Je sentais que le fait que je sois dans la douche, alors que j'étais seule avec lui dans la maison, c'était pas normal. Je sentais une atmosphère inconfortable. Je voulais pas trop réfléchir à la raison pour laquelle je ressentais ça. Je voulais pas savoir ce qu'il pensait ou pourquoi j'avais une mauvaise impression. Mais au fond, je savais qu'il avait un comportement déplacé envers moi. La salle de bain était juste à côté de ma chambre. Alors, en sortant de la douche, je lui ai dit bonne nuit de loin et j'ai filé dans ma chambre pour éviter de me retrouver seule avec lui. Mon frère était déjà parti faire ses études. Il n'y avait que Gary et moi dans la maison. J'avais de plus en plus souvent l'impression que Gary me regardait de façon déplacée.
Je me suis jamais habillée de façon indécente. Mais à l'époque, si je portais une tenue différente, un peu courte ou moulante, je remarquais le regard de Gary qui s'éternisait sur moi. En tant que femme, on sait quand un homme nous regarde différemment et qu'il a une idée derrière la tête. Mais j'ai réussi à lui trouver des excuses et à me dire que j'avais dû me tromper. Aucun autre membre de ma famille ne semblait avoir remarqué ça chez lui. Ma mère l'aimait. Elle était heureuse avec lui. Alors, c'était plus facile de ne pas y faire attention et d'oublier. Il a avoué à ma mère qu'il était accro au porno. C'est donc sûrement lui qui m'avait envoyé ces enveloppes. Je travaillais parfois pour Gary à son bureau et il m'emmenait déjeuner dans de beaux restaurants. Quand on sortait déjeuner, il faisait certaines choses qui pouvaient laisser penser que j'étais sa compagne plutôt que sa fille. Il arrivait par exemple qu'il mette sa main sur mon dos en entrant dans le restaurant ou qu'il me prenne la main sur la table. Ça me rendait très mal à l'aise. Et j'avais l'impression qu'il voulait m'utiliser comme un accessoire pour booster son ego et faire croire qu'il pouvait avoir un rendez-vous avec une fille 2 fois plus jeune que lui. Mais ça avait beau me dégoûter et m'incommoder, j'essayais de me convaincre que c'était moins grave que ce que je pensais. Vous vous dites peut-être que c'était forcément lui qui m'avait envoyé ces enveloppes. Mais moi, j'avais pas fait le rapprochement. Cheers. Il ne m'a jamais ouvertement fait d'avance ou mis une main aux fesses. C'était assez subtil pour que ça passe inaperçu. Quand j'avais 15 ans, j'ai appris que Gary s'était fait licencier pour avoir regardé du porno sur son ordinateur au travail. Ma mère et Gary se disputaient généralement dans une pièce fermée. On n'entendait que des bribes de leur conversation. Il a avoué à ma mère qu'il était accro au porno. Ça a été une grande surprise. C'était bizarre d'apprendre que Gary, mon père, regardait ce genre de choses. Avec du recul, je me dis que quand j'ai appris que Gary était accro au porno, ça aurait dû m'indiquer que c'était lui qui m'avait envoyé ces enveloppes. Mais à cette époque, on m'avait dit que le porno était partout, que tous les hommes en consommaient et que c'était très répandu. Alors, je me suis dit que ça devait arriver souvent que des gens développent ce genre d'addiction. Ma mère m'a dit que Gary et elle allaient chercher une solution auprès d'un conseiller conjugal. Et comme il avait été tellement réconfortant lorsque j'avais reçu ces enveloppes, ça n'a pas éveillé de soupçons. Il avait beau apprécier ce genre d'image, ça ne voulait pas dire qu'il allait s'en servir pour me faire du mal. J'ai fini le lycée. J'avais encore 17 ans quand j'ai quitté la maison pour aller faire mes études de l'autre côté du pays, non loin de Chicago. Quand j'ai commencé la fac, j'ai vécu une belle période sans aucune forme de harcèlement. C'était super.
Tout allait bien pendant les 2 premières années, ce qui confirmait l'hypothèse selon laquelle la personne qui était derrière tout ça me connaissait du lycée. L'été avant ma dernière année de fac, je me suis fiancée à celui qui est désormais mon mari depuis 16 ans. C'est là que ça a recommencé. Cette fois, c'était par email. Oh my God. What happened? Je me suis retrouvée inscrite à tout un tas de sites sur lesquels j'étais jamais allée. La plupart étaient liés au sexe. Il y avait notamment des catalogues de lingerie. It happened again. I didn't send these. Puis, c'est devenu encore plus invasif. Des amis à moi ont commencé à recevoir des emails envoyés par mon adresse. Un de mes amis a reçu un des emails privés et très personnels que j'avais écrit à mon fiancé. Quelqu'un avait accès à mon adresse mail et s'en servait avec mauvais goût. Let me try something. I think I can figure out where these emails are coming from. À l'époque, mon fiancé était étudiant en informatique. Il savait comment retrouver l'origine d'un email. Huh. What? Il se trouve que les emails avaient été envoyés depuis Chandler dans l'Arizona. C'est la ville où j'ai grandi et où vivaient mes parents. Quand j'ai découvert que ces emails venaient de ma ville d'origine, ça a été une énorme révélation. We need to call your mom. On a dit à ma mère et à Gary d'où venaient ces emails, et il est parti au quart de tour. D'après lui, c'était forcément quelqu'un du lycée. Il s'est mis à dire « Ça prouve ce que je dis depuis le début. C'est un taré de ton lycée qui s'en prend à toi. » Et sa réaction était convaincante. J'avais beau changer de mot de passe régulièrement, à chaque fois, des choses bizarres et déplacées finissaient par arriver. Mais parfois, quand je rentrais chez mes parents, je me connectais à mes emails depuis l'ordinateur de Gary, en toute innocence. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait installé un logiciel sur son ordinateur qui enregistrait tout ce que je tapais sur le clavier pour pouvoir récupérer mon mot de passe. C'est comme ça qu'il a continué à pirater mon adresse mail. J'ai entendu ses pas. J'avais l'impression qu'on m'observait. C'est une photo de mon mariage où je suis avec Gary. Il a l'air bizarre. Il n'a pas l'air heureux. Quand je me suis fiancée, ça a eu l'air de le contrarier. Il avait comme un sentiment de possession envers moi. Lors de la danse entre père et fille, j'étais très mal à l'aise avec la façon dont il me tenait. J'arrêtais pas de reculer. Je crois qu'il s'en est rendu compte, mais il n'a pas desserré son étreinte pour autant. Ça me répugne de penser aux circonstances qui ont entouré cette journée. Quelque temps avant mon mariage, j'avais reçu ma robe de mariée avec les retouches. Elle était prête pour le grand jour. Alors, je suis allée dans ma chambre pour l'essayer. Il faisait nuit. Gary m'a dit qu'il allait sortir les poubelles et qu'il viendrait voir ma robe ensuite. Ma chambre était située du côté de la maison, qui était collée à la cour où se trouvaient les poubelles. J'étais en train de me déshabiller quand j'ai entendu ses pas à l'extérieur, du côté de la fenêtre. Et j'ai entendu le bruit de la poubelle qu'on traîne sur les graviers. Puis, il n'y a plus aucun bruit. J'ai eu une sensation de malaise.
J'avais l'impression qu'on m'observait. Surtout qu'il y avait une partie de mes stores qui était cassée. Je me suis demandé pourquoi cette partie avait été arrachée. Je me répétais que c'était que mon imagination. Ça devait être mon chat qui s'était amusé trop près des stores et qui en avait arraché un morceau. Je ne suis toujours pas sûre que c'était Gary dehors. Mais je me suis sentie observée. Alors je me suis tournée dos à la fenêtre, le temps de me changer. C'est ma chambre. On voit une lame du store qui est baissée. Au moment où j'essayais ma robe de mariée, il y avait plusieurs lames qui étaient tordues. Mais ce que je me dis, quand je regarde ce store et que je vois cette partie de lame qui est cassée, c'est que le chat n'aurait pas été ce mètre-là. Le chat ne faisait pas 1,20 m. Même s'il avait sauté sur le rebord de la fenêtre, il n'aurait pas pu atteindre cette hauteur avec sa tête. Donc, c'est plutôt troublant. En voyant cette photo, je me dis que Gary avait dû casser le store pour pouvoir m'épier dans ma chambre. Ce qui était le plus effrayant durant ces années de harcèlement, c'est que ça continuait où que j'aille. Même après mon mariage, j'ai emménagé dans un nouvel appartement avec mon mari. Il est arrivé plusieurs fois que mon journal intime disparaisse de chez nous. Et à cette époque, il n'y avait pas que mon journal intime qui disparaissait. Il arrivait aussi que mes sous-vêtements se volatilisent. Je me disais que j'étais étourdie ou qu'ils avaient dû se coincer dans le sèche-linge. C'est le genre de choses qui arrivent. Alors j'essayais de trouver une raison logique à ça. Mais à force, j'ai commencé à me dire que quelqu'un devait me voler ces choses. Un jour, les sous-vêtements que j'avais portés pour ma nuit de noces ont disparu de ma commode. Je savais qu'ils n'avaient pas pu se perdre dans la machine. J'étais convaincue que quelqu'un était entré chez moi et les avait volés. On se disait qu'on devait parfois oublier de fermer la porte à clé, sans s'en rendre compte. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'un jour, Gary avait pris la clé de chez nous pour en faire un double. Il pouvait donc entrer chez nous n'importe quand. Tout ça nous a fait beaucoup de tort à mon mari et à moi. Ça nous a remués. On est devenus paranoïaques. Un jour, plusieurs mois après mon mariage, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un colis devant ma porte qui m'était adressé. Mais j'ai pas reconnu le nom de l'expéditeur. J'ai trouvé ça bizarre. J'attendais pas de colis. Mais d'un autre côté, à croire que je n'avais pas retenu la leçon, j'étais contente de recevoir un paquet. J'ai pas réfléchi. J'ai ouvert le carton et à l'intérieur, il y avait un sextoy. Et dessus, il y avait une étiquette où on pouvait lire le nom de mon mari. C'était beaucoup plus offensant et direct que les autres courriers que j'avais reçus auparavant. Celui-ci m'a beaucoup affectée. J'étais terrifiée. Ça me dégoûtait de me dire que quelqu'un pensait à moi de cette façon. Désolée. Je suis désolée, je pensais pas être aussi émue. Voilà. Je m'apprêtais à entrer chez moi
et j'ai vu que la porte n'était pas fermée à clé. Je ne savais pas si c'était moi qui l'avais laissée ainsi. J'étais tellement bouleversée et en pleine confusion que j'ai appelé mon mari pour lui demander de venir me rejoindre. Je voulais pas être seule. I think we've been broken into. Call me back as soon as you get this. Mais il était en réunion à 30 minutes de là. Alors ensuite, j'ai appelé Gary. It's Sarah. Son bureau était à 2 pas de chez moi à l'époque. Il est venu en urgence. Il était très sérieux. Je serai là pour te protéger. On va appeler la police. On va trouver qui t'a fait ça. C'était un vrai héros. Il a regardé derrière chaque porte. Je me souviens d'une sorte de colère de sa part. Qui a pu te faire ça? J'en reviens pas que ça continue. Tu te rends compte qu'ils t'ont retrouvé après toutes ces années et tous ces déménagements? I can't believe somebody would follow you all this time. I am gonna take care of it, okay? Il a vérifié tout l'appartement et c'est lui qui a appelé la police et qui a déposé plainte suite à cet incident. Gary était très doué au jeu auquel il jouait. Il était très bon. Il savait quel comportement adopter en surface pour que je ne pense jamais à le soupçonner. Et si je l'avais soupçonné, il aurait eu des preuves à m'opposer. Je ne suis pas comme ça c'est moi, regarde comme je m'occupe de toi. C'est de la manipulation. Je déteste ça. Ça me révulse. Le fait de nous voir douter, faire des suppositions, je crois que c'est ça qui plaisait à Gary, parce qu'il s'en sortait indemne. Peu de temps après la plainte au sujet du colis qui m'avait été envoyé, j'ai reçu un appel. Un policier s'est présenté. Puis, il m'a demandé si je connaissais un certain Gary Hardy. Je savais ce qui allait se passer. Et à ce moment-là, j'ai ressenti 2 choses. J'étais à la fois horrifiée et soulagée. J'ai expliqué que c'était mon beau-père. Et le policier m'a dit « On pense avoir identifié votre harceleur. » Oh my God. Le policier m'a expliqué que la secrétaire de Gary avait déposé plainte elle aussi. Elle ouvrait le courrier de Gary. Ça faisait partie de son travail. Et un jour, avant que je ne reçoive ce colis, elle a ouvert un paquet qui contenait un sextoy. Elle l'a refermé et elle a fait comme si elle ne l'avait pas vu. Et quelques jours plus tard, je l'ai reçu chez moi. Le jour où j'ai appelé Gary pour qu'il vienne m'aider, il est retourné à son bureau et il a raconté à sa secrétaire ce qui m'était arrivé. C'est là qu'elle a compris qu'il s'agissait de l'objet qu'elle avait vu dans son bureau. Elle a fait le rapprochement et en a conclu que Gary était derrière tout ça. Alors elle a déposé plainte contre lui. Quand on a su que ce dernier colis venait de Gary, on a compris que tous les emails, les autres enveloppes, les lettres, venaient aussi de lui. En repensant à toutes ces fois où Gary était soi-disant venu à mon secours, où il s'était comporté en héros, ça m'a rendue malade. J'étais très en colère. J'avais le sentiment que tout ce qu'on avait vécu en tant que famille était un mensonge et que rien ne serait plus jamais comme avant. Il s'est présenté de lui-même au commissariat et ils l'ont arrêté.
C'est un email que Gary m'a envoyé le 19 juillet 2005. Chère Sarah, j'ai honte de ce que je t'ai fait. Je sais que te présenter mes excuses ne guériront pas la douleur et le mal que je t'ai infligé au cours de ces 10 dernières années. Ce que j'ai fait est ignoble, infâme et t'a fait souffrir de façon inimaginable. J'ai honte d'avoir harcelé et fait du mal à quelqu'un que j'aimais profondément. Tu es un cadeau précieux qui m'a été confié par ta mère et par Dieu. J'ai abusé de ce cadeau et j'en suis terriblement désolée. Je n'ai pas cru un mot de sa lettre. Tu fais ça pendant 10 ans et maintenant tu t'en veux? Pourquoi? Parce que tu t'es fait prendre. Pour moi, ces mots n'ont aucun sens. Ce genre de mots implique d'avoir une vraie relation avec quelqu'un. Mais je ne veux pas de relation avec lui. Il y a une phrase qui me dérange. C'est quand il dit « Tu es un cadeau précieux qui m'a été confié par ta mère et par Dieu ». Je ne me considère pas comme un cadeau qu'on offre ou qu'on reçoit, à moins que je ne le décide. On lui a proposé un accord qui lui aurait permis de ne faire qu'1 an ou 2 de prison, mais il l'a refusé. Et je suis contente qu'il l'ait fait. Je pense que le fantasme absolu de Gary aurait été d'avoir un rapport sexuel avec moi. Je pense que c'était son objectif. Et à défaut d'y arriver, il voulait être une sorte de prince charmant pour moi. Un héros, un sauveur ou un dieu que j'aurais admiré et que j'aurais trouvé génial. Un super papa. Mais en disant ça, j'ai la nausée. C'est horrible, répugnant et c'est horripilant. J'ai été heureuse d'apprendre qu'il serait incarcéré. Justice allait être rendue. Et je n'aurais plus à me soucier de lui pendant les 20 prochaines années. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne veux pas qu'il soit en liberté. Pour moi, il est là où il doit être, et j'aimerais qu'il y reste jusqu'à la fin de sa vie. J'essaie de ne pas trop penser à ce qui va se passer quand Gary sortira de prison, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas inquiète. J'espère qu'il ne voudra pas se venger de moi ou de ma famille. Dans tous les cas, quand j'apprendrai qu'il a été libéré, je ferai tout pour me protéger. Je ne dis pas qu'il ne peut pas changer et devenir le citoyen modèle qu'il prétend vouloir être, mais je ne le croirais pas, même si je le voyais. La nuit du désert n'a pas de vraies frontières, elle ne tombe pas. Elle glisse à Catalina Foothills. Quand les collines noircissent et que l'air se refroidit d'un coup, on entend mieux le monde. Un chien qui aboie trop loin, une voiture qui passe trop vite. Un portail qui claque, puis plus rien. Dans ces quartiers comme au nord de Tucson, les maisons semblent protégées par le silence lui-même. On s'y croit à l'abri parce que tout est propre, parce que les rues sont larges, parce que les lumières des porches dessinent des halos rassurants sur les allées de gravier, ce soir-là. Nancy Guthrie rentre chez elle comme elle l'a fait 1000 fois. Elle a 84 ans. Elle connaît le chemin parcours, la légère pente avant son allée. La sensation de la clé dans la serrure, le petit geste automatique pour allumer une lampe plutôt qu'une autre. Rien n'annonce une rupture, rien ne crie au danger. Et c'est précisément pour que l'histoire s'accroche à la gorge, parce qu'elle commence dans le normal. Dans le banal, dans cette routine dont on se sert comme d'un bouclier.
quelques heures plus tard, la soirée à l'odeur de la famille. Un repas simple, des rires autour d'une table. Peut-être un jeu, peut-être des discussions sans importance. C'est les qu'on oublie dès le lendemain. Nancy a passé du temps avec ses proches. C'était une de ces veillées où l'on se dit qu'on se reverra bientôt, où l'on ne prononce pas les adieux comme s'ils pouvaient être définitifs. Puis quelqu'un la reconduit, la voiture s'éloigne. Les phares balayant les murs une dernière fois, la maison reprend sa respiration. La porte se referme, et le désert. Dehors, recommence à écouter. Dans l'obscurité, une caméra de sonnette veille à sa manière. Avec cette patience mécanique qui enregistre sans comprendre, si n'est pas un regard humain. Pas une vigilance, pas une intuition. C'est juste un will froid qui garde des images parfois trop tard, parfois pas assez. Cette caméra, cette nuit-là, capte quelque chose qui ne devrait pas être là, une silhouette masquée. Et dans le geste une intention qui n'a rien d'errant, la figure ne vient pas pour demander son chemin. Elle ne vient pas par hasard, elle vient avec méthode. On la voit s'approcher, puis faire si quand on voit effacer son passage. Tente de neutraliser le regard des branches. Des feuilles, quelque chose place devant l'objectif pour le gêner. Pour le rendre aveugle, si n'est pas un réflexe. C'est une manœuvre, et quand on comprend que on ressent une bascule intime à partir de cet instant. La maison n'est plus une maison, c'est une scène. La nuit n'est plus une nuit, c'est un terrain d'opération. Le matin du 1 février, si n'est pas l'image d'une effraction qui alerte. Ni une alarme qui hurle, c'est une absence. Nancy ne se présente pas comme prévu, elle manque à un rendez-vous qui, chez elle, n'est pas optionnel. Il y a des habitudes qui servent de repères, on appelle une présence, une routine dominicale. Quand elle se brissante, la famille le sent avant même de le comprendre. D'abord, on rationalise. On se dit qu'elle a dormi, qu'elle n'a pas entendu, qu'elle a oublié, puis, très vite, on second detail s'y met à pisa. Nancy ne répond pas, et dans une famille. Le silence a un son particulier, il ne ressemble pas à elle est occupée. Il ressemble à quelque chose empêché, alors on se déplace. On roule avec une inquiétude qui grandit à chaque feu rouge, à chaque minute perdue. On arrive devant la maison, tout semble à sa place. Trop à sa place, justement. Pas de fenêtre bientée, pas de porte arrachée. Mais si qui frappe, c'est l'impression que la maison ne répond plus. Comme si l'intérieur s'était refermé sur lui-même, à partir de là. Les gestes deviennent rapides, les décisions s'y succèdent sans cérémonie. Appeleur, vérifier. Demandeur de l'aide, les forces de l'ordre entrant dans l'histoire. Et l'histoire, soudain, prend une autre texture. Elle cesse d'être une inquiétude familiale pour devenir un dossier. On relève, on photographie. On cherche des traces qui ne mentent pas, être stout. L'enquête ne parle plus de simple disparition, elle parle de contrainte. On évoque la possibilité que Nancy ait été menée contre sa volonté. Il y a des éléments qui rendent cette hypothèse difficile à avaler. Parce qu'elle viole une idée tenace, qu'on n'arrive pas ici. Pourtant, à mesure que les informations filtrent, la douceur de ces quartiers commence à paraître comme un décor trompeur. On apprend qu'il y aurait eu du sang. Des indices suffisamment sérieux pour que les autorités considèrent la piste d'un enlèvement. La disparition n'est plus un mystère romantique. Ni une fugue impossible, elle devient un acte. Et dans ce genre d'affaires, il existe une seconde disparition. Plus lente, plus sour noise. Celle de la vie normale des gens autour, les voisins voyant débarquer des véhicules, des équipes, des caméras. La rue change de visage en quelques jours, les passants ralentissent.
Les gens pointent du doigt, en chuchoté au bord des clôtures. Puis l'onde médiatique arrive, et elle ne repart pas. Parce que Nancy Guthrie n'est pas une inconnue pour l'Amérique, elle est la mère de Savannah Guthrie. Visage familier de la télévision nationale, dès que le nom circule. L'affaire sort de l'échelle locale, le quartier devient un point sur la carte d'un pays entier. La maison devient un symbole, et à partir de là, tout se dédouble, il y a l'enquête réelle. Celle qui se fait au téléphone, sur le terrain. Dans les laboratoires, est-il y a l'enquête parallèle, celle qui se fabrique sur les écrans. Dans les fils de discussion, dans les livres improvisés. Dans les théories qui poussent comme des mauvaises herbes, les pires. C'est que cette seconde enquête a l'air utile. Elle se présente comme une énergie collective. Une solidarité, on veut aider. On veut trouver, et parfois. Dans certaines affaires, la pression publique fait remonter un témoin. Parfois, mais dans celle-ci. Très vite, la pression se transforme en poison. Les lignes d'assistance recueillent des informations, oui mais aussi des fantasmes. Des accusations circulant, des noms apparaissant. Puis deviennent viraux, puis se transforment en verdicts populaires. Un homme fait l'expérience de la manière la plus brutale. Il s'appelle Dominic Evans. Instituteur, musicien. Les par une simple proximité sociale à la famille un lien assez banal pour ne rien signifier. Jusqu'à aujourd'hui il suffit à le désigner comme coupable aux yeux d'inconnus. Si n'est pas la police qui le pointe. Si ne sont pas des preuves, si sont des suppositions. On il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, une logique de chaîne qui s'enflamme. Sur Internet, la nuance n'existe pas. Il n'y a que des flèches, et dans la vraie vie, ces flèches deviennent des messages, des menaces, des regards qui s'attardent, on a sensation de danger permanent. Le drame s'étend comme une tâche, il ne touche plus seulement la disparue. Elle commence à toucher ce qui gravite autour, ce qui n'a rien fait. Ce qui se retrouve pris dans un récit qu'ils n'ont pas choisi, les autorités finissent par le dire clairement. Ni Dominic Evans, ni les membres de la famille ne sont considérés comme suspects. S'ils rappellent, PORTE ne suffit pas à arrêter la machine, parce qu'une rumeur, une fois lancée, ne cherche pas la vérité. Elle cherche seulement à continuer, pendant que cette agitation parasite le travail. Sur le terrain, l'enquête suit une autre logique. Plus lente, plus ingrate. Une enquête, c'est souvent de l'attente. Des recoupements, des kilomètres avalés sans résultat. Des portes auxquelles on frappe et qui ne s'ouvrent pas, mais ici. Il y a aussi l'urgence. Chaque heure qui passe éloigne la possibilité de retrouver Nancy vivante. Et cette urgence s'entend dans les phrases des autorités, dans l'intensité des recherches, dans les gestes des proches qui refusent l'idée du pire, on voit des rubans, des fleurs, des prières laissées près de la maison. On voit des gens qui viennent se recueillir comme si l'endroit était devenu un sanctuaire, et dans le même temps, certains habitants du quartier se sentent assiégés, véhicules garés n'importe où. Drones, curieux. Intrusions. Les autorités élargissant des zones de restriction. Imposant des règles de stationnement, tentant de protéger à la fois l'enquête et la vie quotidienne. Parce que le spectacle, lui, ne se régule pas tout seul, il demande une limite. La famille, elle, cherche un levier dans ce genre d'affaires. Quand les jours deviennent des semaines, quand les appels n'apportent rien de concret, l'argent devient un langage de détresse, une récompense pour forcer le destin, pour convaincre quelqu'un de parler, pour figer en silence. Une somme immense est annoncée, $1 million. Et s'y ajoute une récompense fédérale, $100,000. Ce n'est pas un prix, c'est un supplique chiffré. Une façon de dire, si quelqu'un cède, si quelqu'un avoue, s'il y a un détail,
mime en tout, mime tardif, quil sorti enfin. Le paradoxe, c'est que plus l'affaire est visible, plus elle attire des témoins qui ne voient rien, des gens qui veulent exister dans l'histoire. Les enquêteurs doivent trier et Carter. Recommencer, et la vérité. Elle, se tient peut être dans quelque chose de minuscule. Un véhicule aperçu à une heure précise, une démarche sur un trottoir. Un claquement de portière, une lumière dans une fenêtre. Souvent, la clé d'un enlèvement n'est pas une confession grandiose. C'est un détail que quelqu'un a d'abord jugé insignifiant. On se met alors à reconstruire la nuit. À la rejouer comme on remonte une pellicule, on revient au moment où on s'y est déposé chez elle. On imagine la porte qui se ferme derrière elle. On imagine le calme. Puis on imagine l'autre présence, celle qui rôde. Celle qui sait où elle est, les autorités mentionnent la silhouette masquée. Army, filmée par la caméra. Elles évoquent la possibilité d'un complice, une seule personne peut importer quelqu'un. Oui, mais d'où rendant l'opération plus rapide, plus sûre, plus silencieuse. Et plus on envisage cette hypothèse, plus on sent le danger de s'y qui se joue. Ce n'est pas un geste impulsif, c'est peut-être une action coordonnée. Dans l'ombre, la science avance à son propre rythme. Les traces, les prélèvements, les analyses, l'ADN est une promesse. Mais ce n'est pas une baguette magique. On peut atteindre longtemps un résultat exploitable. On peut obtenir un profil partiel. On peut tomber sur une contamination. Et chaque retard pour les proches. N'est pas technique, c'est une torture. Parce que dans leur tête, une seule question tourne. Toujours la même, toujours plus lourde. Où est Nancy, maintenant? Pendant que nous attendons, au fil des jours, les équipes de recherche réticentes, des volontaires se joignent. Parfois de manière organisée, parfois de façon chaotique. Les gens scrutent les ravins, les bordures de routes, les zones désertiques. On fouille les endroits qui semblent impossibles. À fouiller tant ils sont vastes. Et puis il y a ces moments que toutes les familles redoutent, les moments où l'intensité visible commence à diminuer. Moins de véhicules, moins de bruit. Moins de sirènes, non pas parce qu'on abandonne, mais parce que l'enquête change de forme. Elle est passée du déploiement massif à la patience obstinée d'une équipe réduite. Dédiée qui travaille sur des pistes, des liens, des identités, des déplacements, ces basculements. Pour l'extérieur, ressemble à une perte d'espoir. Pour l'intérieur, c'est souvent le vrai travail qui commence. Mais dans une affaire médiatisée, ces basculements nourrissent aussi les fantasmes. Ils n'ont plus de pistes, ils cachent quelque chose. On ne nous dit pas tout, et de nouveau. Les rumeurs s'installent là où la procédure, elle, c'était une dernière fois. Des agents reviennent dans la maison, on parle d'une inspection finale, d'un passage méthodique, comme si l'on voulait être certain qu'aucune trace n'a été manquée. Qu'aucun recoin n'a été négligé, les gestes sont précis. Professionnels, sans dramaturgie. Pourtant, l'idée même d'un dernier tour à un gaudemer. Cela sonne comme un avion. La scène livre si quel pouvait livrer. Et le reste est dehors, quelque part. Disséminé dans la ville, sur les routes. Dans les habitudes des gens ordinaires qui, parfois, cachent l'extraordinaire dans l'histoire de Nancy Guthrie. Ce qui frappe, c'est l'écart entre la violence supposée de l'acte et la tranquillité de son décor. Il n'y a pas, au départ, de grand chaos, il y a un quartier paisible et une femme âgée qui rentre chez elle. Et pourtant, dans la nuit, quelqu'un approche, masque son visage. Tente d'aveugler une caméra, et Nancy disparaît. Quand un adulte disparaît, on se débat toujours avec une idée insupportable. L'autonomie,
Les gens voulaient croire qu'il est parti de lui-même. Mais ici, tout semble dire l'inverse. Ici, tout semble pousser vers la contrainte. Et c'est la change tout. Ce n'est pas une personne qui se perd. C'est une personne qui comprend. Ce n'est pas un accident. C'est une volonté. Si qui commence alors. C'est une bataille contre deux ennemis. Le premier est tangible. Celui qui a fait cas, celui qui sait d'où elle est. Le second est abstrait, mais tout aussi destructeur. Le temps, chaque jour ajoute une couche de silence. Chaque jour permet aux traces de s'effacer, aux souvenirs de se confondre, aux témoins de doute, et pendant que l'enquête lutte contre ces deux forces. Une troisième s'infiltre, la foule numérique. Celle qui accuse sans preuve, qui se nourrit de l'angoisse et la transforme en spectacle. Dans ce chaos, la famille tente de rester droite. De tenir un récit simple, ramenez là. Pas de vengeance, pas de théâtre. Juste un appel. Et cet appel, dans un pays saturé d'histoires, a quelque chose de déchirant parce qu'il est depuis. Il ne demande pas qu'on comprenne, il demande qu'on aide. Et pourtant, même la aide a un prix. Dominic Evans, le homie injustement design, en déviant la preuve vivante dans certaines affaires. L'émotion publique ne se contente pas d'exiger une solution, elle est exigeante coupable. Peu importe lequel, quelqu'un peut apaiser la peur. Quelqu'un sacrifie pour que le récit paraisse complet. Et c'est là que l'affaire devient transformatrice. Au sens le plus sombre, elle ne raconte pas seulement un enlèvement présumé. Elle raconte ce que nous devenons quand nous regardons une disparition comme un divertissement, la nuit de Carolina Foothills. Elle n'explique rien. Elle garde ses secrets, elle n'y rend pas Nancy. Elle n'offre qu'un indice filmé, une silhouette masquée qui tente d'effacer son passage. Un geste simple, presque banal. Et pourtant terrifiant, cacher la caméra. Comme ici, dès le départ. Celui qui s'approchait savait exactement ce qu'il faisait, comme s'il avait compris la règle moderne la plus importante. On peut commettre un crime dans le noir, mais on ne peut plus le commettre sans images. Sauf si l'on éteint l'œil avant qu'il ne voie, et ce peut être cas. Le détail qui demeure, les détails qui collent au cerveau quand on essaie de se représenter cette nuit. Si n'est pas une porte forcée qu'on imagine, si n'est pas un cri qu'on entend. C'est une main qui s'élève calmement, place des branches devant une caméra. Elle transforme une maison en point aveugle à partir de ce moment. Tout le monde les proches, les voisins, les enquêteurs, le pays qui regarde avance dans le même couloir. Que lui ou l'on sait qu'il se passe quelque chose de volontaire, de préparé. Et qu'il reste à comprendre la chose la plus difficile à accepter, pas seulement comment Nancy Guthrie a disparu. Mais comme quelqu'un peut s'approcher si près dans un endroit si tranquille, et repartir avec une personne comme on importe un objet sans que la nuit, ni les murs, ni le quartier entier ne puisse l'empêcher, le premier piège d'une disparition. Si n'est pas l'absence, c'est la normalité qui s'accroche. Comme un vêtement qu'on n'arrive pas à enlever, la rue est toujours là. Les cactus ne bougent pas. Le soleil s'élève sur les mêmes façades et frappe les mêmes vitres. Et pourtant, quelque part derrière ces murs, un détail bascule dans l'irréparable. Une maison est devenue un point aveugle. Et une famille a cessé d'exister dans le regard du monde, ce matin-là. Quand les véhicules des forces de l'ordre reviennent et que les portières claquent dans l'air froid, le quartier comprend que la nuit n'a pas seulement de longue, elle a été utile à quelqu'un. La présence des policiers ne ressemble pas à une visite de courtoisie. Il y a cette manière de se déplacer qui dit. On cherche quelque chose de précis, des gants, des sacs, des rubans de délimitation. Et des regards qui ne se posent pas au hasard, devant la maison.
Les proches attendent dans une posture impossible. Être là sans être dedans. Regarder sans toucher, espérer sans gêner. L'un d'eux fixe la porte comme si elle pouvait s'ouvrir sur une explication raisonnable. Un autre tourne autour de son téléphone. Comme si le moindre écran pouvait rendre un signal, un message. On prouve que Nancy est simplement ailleuse, qu'elle reviendra en s'excusant de l'inquiétude. Mais la logique de la journée est déjà en train de s'écrire autrement. La journée a un goût de procédure. On entend tout un mot qui serre les estomacs. Asterisk, asterisk, kidnapping, asterisk, asterisk. Pas forcément prononce à voix haute devant tout le monde. Pas encore comme une certitude. Mais comme une hypothèse suffisamment lourde pour guider les gestes. Les enquêteurs se parlent par phrases courtes. Ils entrent, ils ressortent. Ils reviennent. Ils donnent des instructions qui semblent techniques mais qui portent dans leur creux une idée effrayante. Si Nancy avait simplement quitté la maison, on ne déploierait pas qu'à péril. Si Nancy s'était égarée, on ne regarderait pas ainsi les coins, les soils, les traces minuscules. Les choses qu'on ne voit que quand on sait déjà que quelque chose a été force. Une maison raconte toujours un récit. Mais elle ne le raconte pas avec des mots, elle le raconte avec des anomalies. Une porte qui n'est pas verrouillée comme d'habitude, une lampe allumée alors qu'elle ne laisse jamais. Un objet de place de quelques centimètres, et cette intuition viscérale des proches. Que n'est pas les astérisques, le problème? C'est ce que l'intuition n'est pas une preuve, et les preuves. Elles demandent du temps. Elles demandent une discipline froide que la famille, elle, ne peut pas se permettre, parce que la famille vit dans l'urgence. Pas dans les protocoles, alors l'enquête prend si double rhythm cruel. Les analystes travaillent au millimètre pendant que le cœur des proches bat à l'heure des minutes, dans la rue. Les voisins se tiennent derrière des rideaux à peine tirés. On se connaît parfois de vue. Parfois à peine. Mais la disparition d'une personne âgée dans un quartier aussi tranquille crée un effet immédiat. La peur se diffuse comme une odeur qu'on n'arrive pas à identifier. Des gens se demandent si leur porte est bien fermée. Si leur caméra fonctionne, s'ils ont laissé une lumière allumée. Surtout. Une question déviante commune. Partagée. Obsédante. Asterisk si caput arriver là. Caput arriver partout asterisk. C'est dans ce climat que la vidéo de la sonnette prend sa place comme une pièce centrale. Parce qu'elle est à la fois un espoir et une humiliation. Un espoir. Parce qu'elle montre qu'il y avait quelqu'un, une humiliation. Parce qu'elle montre aussi que c'est quelqu'un on a pensé à asterisk asterisk ne pas être vu asterisk asterisk. Et cette pensée, cette intention, transforme l'affaire en quelque chose de plus sombre. Si n'est pas un incident, c'est un acte. Les enquêteurs récupèrent ainsi qu'ils peuvent images. Métadonnées, horaires, angles. Ils cherchent à comprendre combien de temps la silhouette est restée. D'où elle vient, où elle repart. Ils cherchent aussi les caméras autour, celles des voisins, des rues adjacentes, des entrées de lotissement. La technologie n'est pas un filet parfait, c'est une passoire. Mais dans une enquête moderne, on tente de reconstituer un mouvement de la même manière qu'on reconstitue une phrase à partir de mots manquants. Une voiture passe ici, une autre s'arrête là. Une lumière s'allume à telle heure, une porte se referme à telle autre. Et entre ces points, les enquêteurs doivent dessiner ce qui n'a pas cette film. La famille, elle est déjà entrée dans un autre monde, celui des conférences de presse. Des demandes de discrétion, des paroles précises. Quand un proche prend la parole devant des caméras, si n'est pas seulement pour s'exprimer. C'est pour envoyer un message au seul inconnu qui compte. La personne ou les personnes qui savent où est Nancy. Chaque phrase prononcée porte une intention, toucher une conscience. Déclencher une panique, fissure une loyout.
You simplement rappeler une vérité brutale. Asterisk elle existe. On la cherche, on ne vous la cherche pas asterisk. Mais la visibilité en prix, et si prix tombe vite. Comme une pluie sale, parce que le nom de Nancy Guthrie n'est pas une ligne anonyme dans une rubrique locale. Il est lié à une figure publique, et que attire tout. Les journalistes, oui. Mais aussi les curieux, les opportunistes. Et si nouveau type de foule qui n'atteint pas les faits, les enquêteurs autoproclament. Au départ, cela ressemble presque à de l'aide. Des gens partagent la photo de Nancy, ils relayent les numéros à appeler. Ils analysent les images, ils tracent des itinéraires possibles. Certains le font avec sincérité, on peut le sentir dans la manière dont ils écrivent. Dont ils parlent, ils veulent vraiment participer à une résolution. Mais rapidement, la mécanique s'est déréglée. Parce qu'il y a une ligne fine entre asterisk chercher asterisk et asterisk accuser asterisk, et sur Internet. Cette ligne s'efface comme de la craie sous la pluie, un nom circulé. Puis une autre, des profils sont disséqués. Des photos sont sorties de leur contexte, des phrases deviennent des indices. Une simple relation social devient une mobile, et les plus terrifiantes. C'est la vitesse, si qui met des jours à être vérifiés par la police devient. En quelques heures, une certitude partagée par des milliers de personnes. Dominic Evans, instituteur et musicien, devient le réceptacle de cette folie. Il ne l'a pas cherché. Il ne l'a pas provoqué, mais il se retrouve soudain projeté dans un rôle. Celui du suspect idéal pour un récit en ligne, un rôle qui se nourrit de ce que les gens aiment détester. Quelqu'un de proche, quelqu'un de bizarre. Quelqu'un dont on peut tordre la biographie jusqu'à ce qu'elle ressemble à un portrait criminel, si n'est pas la justice qui le vise. C'est une foule sans visage, et une foule sans visage n'a pas besoin de preuves. Sous le main d'un élan, les menaces arrivent. Les messages simples, des gens appelant son lieu de travail. D'autres cherchant son adresse. Ce qui aurait dû rester un drame humain devient un spectacle avec des victimes secondaires. Dominic n'est pas seulement accusé, il est déshumanisé. Réduit à une hypothèse, et là. L'affaire ajoute une couche à sa violence, parce qu'elle commence à dévorer des vies même en dehors de l'acte initial. Les autorités finissent par intervenir publiquement, et les rappellent ce qu'il faudra rappeler dans un monde sain. On n'y design pas son coupable sur une impression. Elles disent clairement que ni la famille ni cet homme ne sont considérés comme suspects. Elles demandent aux gens d'arrêter les accusations, mais dans l'écosystème des rumeurs. Un démenti n'éteint pas un feu, parfois. Il l'alimente, s'ils le défendent. C'est qu'ils cachent quelque chose, asterisk la logique, c'est mord la queue et continue d'avancer. Sur le terrain, l'enquête doit se protéger de ces bruits. Les enquêteurs filtrant les appels, ils trient. Ils recoupent, et dans le fond, la vérité reste la même. Nancy est absente. Et l'absence est totalisante. Elle n'est pas là. Elle n'appelle pas. Elle ne laisse pas de traces volontaires. Et plus les jours passent, plus les proches comprennent une réalité horrible. La disparition n'est pas un événement ponctuel, si est un processus. Chaque jour, la vie recule un peu plus devant la question. La police, elle, avance par axis, il y a lague des images. Reconstituer la trajectoire de la silhouette masquée, réparer un véhicule. Une plaque, un détail. Il y a l'axe des traces, analyser ce qui a été trouvé dans la maison. Dans l'allée, oxboards. Il y a l'axe des communications, vérifier les appels. Les messages, les interactions récentes. Et il y a l'axe humain, interroger ceux qui ont vu Nancy. Ceux qui l'ont croisé, ceux qui connaissent ses habitudes. Ses pieux, ses points de repérer. Dans ce genre d'affaires, on passe des heures sur des choses qui semblent ridicules au premier regard,
À quelle heure Nancy a-t-elle été déposée exactement? Qui a fermé la porte? La lumière du salon était-elle allumée? Le verrou était-il celui d'un haut ou celui d'un bas? Avait-elle son téléphone? Son sac? Si qu'elle est une femme de 84 ans ne se déplace pas comme un homme de 30 ans. Et ses habitudes sont souvent régulières. Et c'est justement dans cette régularité qu'on cherche une rupture. On fouille aussi le périmètre comme on chercherait une phrase perdue. Fosses. Terrains vagues, zones désertiques. Le désert autour de Tucson peut être magnifique, mais il est aussi impitoyable. C'est un espace qui avale les sens et les traces, un espace où l'on peut se perdre, où être caché, et plus les recherches s'éloignent des rues, plus le paysage lui-même devient un personnage vaste, indifferent, silencieux. À chaque bateau, il y a un moment où quelqu'un appelle. On trouve quelque chose, et le cœur de tous ceux qui attendent en fait le même mouvement. Il se soulève, puis il tombe. Parce que quelque chose peut être n'importe quoi. Un tissu, une boîte, une trace d'animal. Le désert est plein de fausses promesses, malgré tout. La famille ne peut pas se permettre de se protéger émotionnellement, elle doit croire. Elle doit croire parce que qu'est la seule façon de rester debout. Les proches parlant à la presse, appelant à l'aide, remerciant ceux qui cherchent. Ils donnent à l'affaire une humanité, une chaleur, une présence, ils la sortent du dossier. Parce que ce qui effraie dans une disparition, c'est aussi cas. La personne devient un cas, un numéro, une date, et quand on aime quelqu'un, on refuse qu'il soit réduit à une ligne dans un rapport. La récompense apparaît alors comme un crime matériel. $1 million, une somme gigantesque. Presque irréelle, comme un chiffre qu'on jette au monde pour lui dire. S'il y a une barrière, on la brise astérisque. S'il y a quelqu'un qui sait qui hésite, on le pousse à parler. S'il y a quelqu'un qui aide qui a peur, on lui offre une porte de sortie. On ajoute aussi une récompense fédérale, comme pour appuyer l'idée que l'affaire n'est pas simplement locale. Elle est sérieuse, elle est prioritaire. Et elle ne disparaîtra pas dans l'oubli, mais l'argent ne crée pas automatiquement la vérité. Il crée aussi des opportunistes, des gens qui appellent avec des récits inventés, des gens qui veulent tester une hypothèse, des gens qui confondent intuition et information. Les enquêteurs doivent garder la tête froide, et cette froideur, parfois, est vécue comme une cruauté par ceux qui souffrent. Pourtant, elle est nécessaire. Parce que dans un dossier où la pression médiatique est forte, la pire chose qui puisse arriver, c'est que l'enquête se laisse diriger par les émotions du public. Les jours passants et l'affaire se chargent d'une tension particulière, celle du contraste d'un côté. On a le récit d'un quartier calme, une femme âgée, une routine, de l'autre. On a des éléments qui suggèrent préparation, masque. Et peut-être armés, si contraste donne le vertige. Il donne surtout une sensation d'injustice pure, si Nancy était vulnérable. Alors l'acte est d'autant plus abject, et si l'acte est préparé. Alors la vulnérabilité a peut-être été exploitée avec une froideur absolue. Une question si me gratter dans les esprits. Astérisque, astérisque, pourquoi elle est? Astérisque, astérisque. Dans les disparitions de personnes âgées, le public cherche souvent une explication simple. Un accident, une confusion, un moment d'égarement. Mais ici, tout ce qui est rendu public pointe vers autre chose. On envisage l'idée d'un ciblage, un choix, une opportunité. Et dans cet espace, les théories prolifèrent. Cambriolage qui tourne mal, vengeance. Erreur d'identité, obsession. Les proches entendent ces hypothèses comme des couteaux. Parce qu'elles transforment Nancy en symbole. La victime d'un scénario, alors qu'elle était une personne entière, avec ses gestes,
son histoire et ses petites habitudes. Pour les enquêteurs, cependant, pourquoi est une question secondaire? La première question est comment. Et comment commence par la logistique, pour enlever quelqu'un sans faire de bruit. Sans être vu, il faut contrôler quelques variables. L'instant, l'espace. Le risque, le masque suggère l'intention de ne pas être identifié. La tentative d'aveugler la caméra suggère un souci du détail. Cela ne prouve pas une intelligence criminelle exceptionnelle, mais cela prouve un minimum de planification. Et ce minimum suffit à rendre l'affaire plus inquiétante. Parce qu'il indique un auteur qui pense, on scrute alors si que les criminels laissent toujours. Même quand ils croient être invisibles, des habitudes. Un type de démarche, une façon de tenir un objet, un rythme de déplacement. Les analystes vidéo regardent en boucle de secondes qui, au premier visionnage, semblent vides. Ils cherchent une silhouette dans une ombre. Ils cherchent une réflexion de lumière sur un métal. Ils cherchent le bruit d'un moteur sur un enregistrement. Ils cherchent la moindre marque qui pourrait distinguer un individu parmi d'autres. Et pendant ces temps, le monde extérieur se fatigue. La foule numérique passe à autre chose. Les tendances changent. Les vidéos se remplacent. Le drame, lui, ne se remplace pas. Il reste stable dans la vie de ceux qui l'habitent. Pour la famille, chaque matin commence par le même réflexe. Regarde le téléphone. Pour les enquêteurs, chaque matin commence par le même geste. Ouvrir le dossier, relire, vérifier, pousser une piste. Et abandonner une autre, c'est là que la disparition devient réellement transformatrice. Non pas parce qu'elle enseigne une morale, mais parce qu'elle modifie l'architecture d'une existence. Les proches apprennent un nouveau langage, celui de l'attente, de la patience forcée, des peut-être. Des on ne sait pas encore. Ils apprennent à vivre dans une pièce sans fenêtre. Et puis, un événement vient briser la répétition. Si n'est pas une arrestation, si n'est pas une révélation grandiose, c'est un mouvement interne, discret, qui se devine à la manière dont les autorités parlent, un changement de ton. Une précision nouvelle, la mention d'un détail qui n'était pas là avant. Comme si, quelque part, une pièce venait de s'emboîter. On commence à parler, plus nettement, de la possibilité de astérisque plus d'une personne astérisque. On évoque des éléments laissant penser que l'opération aurait été difficile pour un seul individu, ou qu'au moins un complice aurait facilité la fuite. Rien n'est dit avec certitude, mais le simple fait que cette hypothèse soit formulée donne une direction. Si deux personnes sont impliquées, alors il y a une chaîne. Et dans une chaîne, il y a toujours un maillon plus faible. Les enquêteurs reviennent alors à ce que le public sous-estime toujours, les interactions. Qui a parlé à qui? Qui sait quoi? Qui a changé d'habitude ces derniers jours? Qui a cessé d'apparaître? Qui a fait un commentaire étrange? L'enlèvement d'une personne n'est pas toujours le geste d'un étranger s'agissant d'une union. Parfois, c'est un geste facilité par un savoir. Une routine connue, un horaire prévisible. Une entrée non surveillée, et si savoir. Souvent, vient d'un contact. Mime indirect. Le voisinage devient donc un tissu à examiner sans le déchirer. On interroge calmement, on vérifie des caméras. On demande des souvenirs, on note. On évite de créer un climat de suspicion généralisé, parce que paralyse. Mais on ne peut pas non plus ignorer l'évidence, quelqu'un s'est approché sans pied. Comme s'il savait qu'il pouvait le faire, dans cette tension. Une autre menace grandit, celle de la fausse piste qui prend toute la place. La police doit protéger l'enquête contre les conclusions hâtives, contre la pression de faire un coupable. Et cette pression existe, d'autant plus quand les réseaux sociaux désignent déjà des noms. L'enquête doit rester propre.
parce que la moindre erreur dans une affaire aussi médiatisée devient une arme contre elle. Un soir, alors que les proches essayent de dormir, un détail revient dans l'esprit de quelqu'un. Un bruit entendu? Une lumière, un souvenir qui n'avait pas de forme au moment où il a été vécu. C'est souvent comme que les vraies pistes se révèlent, pas comme des épiphanies, mais comme des fragments qui prennent sens quand la réalité change. On appelle, on raconte, on hésite. Puis on décide de parler, parce que le silence. Dans ce dossier, est devenu une complicité involontaire. Les enquêteurs notent, ils comparent. Ils alignent ces nouveaux détails avec une heure, un lieu, une trajectoire possible, et soudain, un schéma se dessine, pas une solution. Pas une certitude, mais une astérisque direction astérisque. Une direction qui pourrait mener, enfin. Hors du désert des hypothèses, la famille sent ces changements sans qu'on le lui dise franchement. Elle laissant dans les silences plus lourds des enquêteurs, dans la manière dont certains évitent de répondre à des questions directes. Dans ces regards qui dit, astérisque on tient quelque chose, mais on ne peut pas encore le nommer astérisque. C'est alors qu'une phrase, banale en apparence, devient terrifiante dans son implication. Astérisque nous sommes en train d'identifier la personne sur la vidéo. Astérisque parfois, cela signifie qu'ils ont une idée. Parfois, cela signifie qu'ils ont un visage possible. Parfois, cela signifie qu'ils ont une liste de noms et qu'ils vont les réduire un par un. Dans tous les cas, cela signifie une chose. L'ombre commence à prendre une forme, et quand un ombre prend une forme, l'affaire entre dans une zone plus dangereuse, parce que si quelqu'un fait que, et s'il comprend maintenant que l'enquête se rapproche, alors il peut paniquer, il peut fuir, il peut détruire des preuves, il peut tenter de contrôler le récit, il peut recommencer. Cette pensée, même non dite, s'installe dans les têtes comme une menace. La ville, auteur, continue de vivre, mais avec un bruit de fondue dans certaines feuilles. On vérifie les serrures 2 fois dans d'autres. On se demande qui, dans la rue, semble trop silencieux. Et la famille, elle, se retrouve dans le plus cruel des paradoxes. Elle veut que l'enquête accélère, mais elle craint si que l'accélération déclenche. Si qui est certain, c'est que la disparition de Nancy Guthrie cesse d'être une énigme passive. Elle est devenue un combat actif contre quelqu'un qui bouge dans la nuit avec un bat, un combat contre le temps. Un combat contre le bruit du monde, et maintenant. Un combat contre la possibilité que l'ombre, sentant les pièges se refermer, décide de frapper avant d'être prise. La caméra de sonnette. Elle continue d'exister, muette, fixée au mur. Comme si elle ignorait ce qu'elle enregistre. Elle capture une silhouette. Elle n'a pas capturé le plus important, ce qui s'est passé après ça. Et c'est exactement là que l'enquête se resserre, à l'endroit le plus fragile de toute histoire criminelle. L'intervalle entre ce que l'on voit et ce que l'on devine. Parce qu'à l'intérieur de cet intervalle, il y a forcément un moment où quelqu'un a fait un erreur, un moment où une portière a claqué trop fort, un moment où une lumière s'est reflétée sur une carrosserie, un moment où un téléphone a envoyé un signal, un moment où un voisin a levé les yeux sans comprendre ce qu'il regardait et si l'enquête est en train de se transformer. C'est peut-être parce que ces moments-là viennent d'être retrouvés. Un simple détail. Un détail assez petit pour avoir été ignoré. Un détail assez grand pour mener. Enfin, à celui aussi qui on se transforme une maison tranquille en point aveuglé. Et qui a, depuis, vivant avec une vérité que tout le monde cherche. Dans la pénombre du dossier, ces détails se rapprochent d'un nom. Et quand un homme approche, la nuit cesse d'être un décor. Elle devient une piste,
Le détail n'arrive jamais comme dans les films. Il n'entre pas dans la pièce en claquant la porte. Il se glisse presque en tout dans une conversation à voix passée, dans un email interne, dans une note griffonnée au bord d'un rapport. Il ressemble à une poussière sur une surface noire, insignifiant jusqu'à ce que la lumière tombe dessus. Et alors on ne voit plus que lui, ce jour-là. Dans l'enquête sur Nancy Guthrie, la lumière ne tombe pas d'un seul coup. Elle vacille, elle cherche l'angle. Puis elle accroche quelque chose, pas une épreuve finale. Pas une quête lui, juste une cohérence nouvelle. Une façon de coupe. De relier la silhouette masquée à une logique plus vaste, comme si la nuit de Carolina Foothills cessait d'être un tourbillon pour devenir une séquence. Entrée, approche. Obstruction de la caméra, et ensuite, quelque part hors-champ. Un geste décisif, la police ne dit pas tout. Elle ne l'écoute pas. Chaque mot public est un risque. Alerte à celui qui fuit, contaminer les témoignages. Offrir aux rumeurs un matériau nouveau, mais il suffit parfois d'un changement de vocabulaire. D'une nuance pour que ceux qui écoutent comprennent que l'affaire bouge. Si n'est plus seulement nous cherchons, c'est nous suivons. Dans les couloirs, derrière les portes fermées, on déroule la nuit comme une carte en place des heures. En place des lieux, et on s'y met à traiter la disparition comme si qu'elle est probablement. Une opération courte, tendue, qui ne laisse pas beaucoup de marge pour enlever quelqu'un dans un quartier aussi calme. Il faut un timing parfait, ou une connaissance. Et cette idée-là, la connaissance est celle qui commence à prendre du poids. Connaissance de quoi? De l'allée, de la caméra, des habitudes. Des moments où la rue s'endort vraiment, il y a des quartiers où le passage d'une voiture à 2 heures du matin est normal. ICI, il ne laisse pas. ICI, un moteur au mauvais moment est une cloche. Alors si quelqu'un a pris le risque, c'est qu'il pensait que le risque était maîtrise. Ou qu'il l'avait déjà répété, les enquêteurs reviennent à la vidéo comme à une relique. Ils la regardent image par image, non pas pour y trouver un visage et les masques, mais pour y trouver une signature. La hauteur approximative, la largeur des épaules, la manière de lever le bras, une hésitation ou au contraire une assurance. Le temps passe devant la caméra, le fait même d'avoir pensé à l'obstruer. Si y geste, plus on le regarde. Plus il devient le centre moral de l'affaire, si n'est pas un geste de panique. Si n'est pas un geste d'amateur, c'est un geste de quelqu'un qui a intégré une vérité moderne. Le crime se commet désormais sous surveillance, donc, avant toute chose, on aveugle l'œil. Et quand on aveugle l'œil, on admet que ce qu'on va faire ensuite est suffisamment grave pour exiger l'obscurité. La famille, elle est, vit dans l'autre temporalité, celle des appels entrants qui n'apportent rien. Des nuits où l'on s'endort puis pour se réveiller avec le même vide, les proches ont si regard particulier qu'on reconnaît chez les familles de disparus. Un mélange de détermination et de fatigue extrême, comme si le corps a vaincu par habitude alors que l'esprit s'arrête au premier matin. Pour survivre, ils se raccrochent aux gestes. Ils se répartissent des tâches, qui appellent qui répondent à la presse, qui lit les messages, qui surveillent les réseaux, non pas par curiosité, mais pour désamorcer les mensonges avant qu'ils ne deviennent des incendies. Elles se sophistiquent. Elles apprennent, elles s'adaptent. Certains enquêteurs en ligne ne se contentent plus d'accuser, ils élaborent des scénarios. Bâtissant des preuves, assemblant des captures d'écran comme des mosaïques mensongères. Ils font ce que la police fait, mais sans règles. Sans limites, sont conscients des dégâts. Et la police, en place de chercher Nancy, doit aussi guérir si parasite, empêcher que l'affaire devienne un chaos total.
C'est là que l'enquête prend un tournant discret mais crucial. Les autorités commencent à traiter la foule numérique comme une variable de risque. Pas seulement une nuisance, une menace. Parce qu'à force de bruit, on peut couvrir un signal. À force d'accusations, on peut faire taire un témoin réel. Un voisin qui avoue quelque chose n'appellera peut être passé reste saturé de haine et de suspicion. Un employé qui a remarqué un détail dans un commerce hésitera à parler si l'idée d'être doxé le terroriste. Le silence n'est pas toujours le fait du coupable. Parfois, c'est la peur du spectacle, alors la police recentre. Appels au numéro officiel, informations verifiables. Pas de rumeurs, si n'est pas seulement une consigne. C'est une tentative de sauver l'enquête du bruit et d'ainsi recadrage. Une chose apparaît, l'affaire n'est plus une simple recherche de personnes. Elle devient une chasse et un groupe d'actions. Les enquêteurs cherchant des achats inhabituels. Un masque, des gants, un outil, un véhicule lourd, une armementerie dans une caméra. Ils cherchent des transactions, des déplacements, des presences. Ils cherchent aussi des comportements. Une personne qui, depuis la disparition, dort mal. Une personne qui évite les conversations. Une personne qui s'est brusquement absentée de son travail. Une personne qui a changé de voiture, nettoyé une banquette. Fait réparer une portière, vendu un objet. Parce que les crimes, même bien préparés, produisent des retombées, ils laissent toujours des ondes. L'une de ces ondes passe par quelque chose que le public ne voit jamais, mais qui est souvent déterminant. Les listes de véhicules, les listes de voisins, les listes de caméras disponibles, les listes de téléphones à vérifier. L'enquête devient un grand tableau où l'on rature, où l'on élimine, où l'on revient. Et au milieu de ces tableaux, une question se répète comme un refrain sans musique. Qui, dans cette zone, avait l'audace de venir masque la nuit, sans craindre d'être reconnu? Cette audace est un marqueur psychologique. Les criminels prudents évitent les endroits où ils pourraient croiser quelqu'un qui les connaît. Les criminels confiants, Hughes, pensant qu'ils ont déjà neutralisé ces risques. Masque, obscuré. Vitesse, ou alors ils vivent assez près pour se sentir chez eux. Assez près pour que la rue ne soit pas un territoire hostile. Assez près pour que la maison de Nancy ne soit pas un hasard. Dans la foulée, un autre fil s'étend. La piste d'un complice, deux personnes. Cela veut dire un échange, des messages. Une coordination, un rendez-vous. Et la coordination, contrairement au geste solitaire, produit des traces, mimi minimis. Mime effaces, mime codes. Les enquêteurs commencent alors à chercher ce qu'ils appellent entre UK. Les conversations avant l'acte, le genre de conversation où l'on se donne du courage, où l'on vérifie une théorie, où l'on confirme que c'est bon. Le genre de conversation que certains criminels croient invisible parce qu'elle a eu lieu sur une appli, parce qu'elle a été facile, parce qu'elle était courte, mais effacer n'est pas faire disparaître. Et parfois, dans l'architecture numérique du monde, les traces existent ailleurs, sur des serveurs, dans des sauvegardes, dans des logs, dans des données que personne n'imagine. Le problème, c'est que tout cela prend du temps, et pendant que le temps passe, la famille s'effondre par micro-ruptures, un sanglot dans une cuisine, une colère dans une voiture, un regard vidéo au milieu d'une conversation. L'horreur de l'attente, c'est qu'elle rend la douleur quotidienne. Banale, presque domestique. Le drame n'est pas un moment, il est une routine. Une nuit, l'un des proches finit par s'asseoir devant la maison. Dans la voiture, moteur éteint. Il regarde le poche, il regarde la caméra. Il imagine la main qui a placé des branches devant l'objectif et il se surprend à penser à une chose terrible.
Asterisk si que caméra n'avait pas été là, est-ce qu'on aurait cru à une simple disparition? Asterisk est-ce qu'on aurait tardé, est-ce qu'on aurait hésité? Si fragment d'idée le traverse la glace, parce qu'il souligne un autre paradoxe. La caméra n'a pas sauvé Nancy, mais elle a empêché l'affaire d'être absorbée par des explications confortables. Elle force la vérité la plus dure à entrer dès le départ. Quelqu'un a agi. Et lorsqu'on sait qu'un humain a agi, la responsabilité devient insupportable. Parce qu'elle implique qu'un humain cède le jour suivant. Dans une conférence de presse, les autorités restent prudentes. Mais elles le disent de manière assez nette pour que tout le monde comprenne. Ils ne considèrent pas la disparition comme volontaire. Ils insistent sur la nécessité de signaler toute information. Ils demandent de la retenue. Et surtout, ils répètent une phrase qui, dans ce contexte, sonne comme un couteau. Nous savons que des accusations circulent, elles nous sont à l'enquête. C'est rare, cette franchise. Est-elle une conséquence immédiate? Le public se divise. Certains ressentent de la honte, d'autres se sentent de failles redoublantes. Comme si l'enquête était un jeu de pouvoir, comme si la disparition de Nancy était un champ de bataille narratif. Dans ce chaos, les policiers font ce qu'ils doivent faire. Ils se fermentent, ils gardent leurs cartes. Ils filtrent l'information, ils se donnent un espace pour travailler. Et dans cet espace, un nouveau mouvement se dessine. Des vérifications ciblées, si n'est pas la grande battue. Si n'est pas le hélicoptère au-dessus du désert, c'est l'investigation silencieuse. Des visites discrètes, des recoupements. Des demandes de données, des actions qui ressemblent. De l'extérieur, rien du tout. Mais c'est souvent là que les affaires se résolvent, dans un bureau. Un enquêteur relit une chronologie, il s'arrête sur un intervalle. Il remarque un décalage, un moment où quelque chose aurait dû arriver. Mais n'arrive pas, un moment où une caméra de voisin montre une zone vide. Puis, à peine quelques minutes plus tard, un changement, une ombre. Une variation de lumière, un passage qui ressemble à un passage. Mais qui est trop lisse pour être certain. Il ne dit pas. Eureka, il dit. Reviens là-dessus et on revient. On demande la vidéo originale, on enlève les compressions. On étire, on stabilise. On cherche les reflets, on cherche les sons. Et peu à peu, l'ombre devient presque uniforme. Si n'est pas encore une plaque, si n'est pas un modèle à SUR. Mais c'est assez pour ouvrir une porte, la porte des véhicules compatibles. Et quand on ouvre cette porte, la liste est trop longue pour être rassurante. Trop de voitures pourraient en correspondre, trop de possibilités. Mais parmi ces possibilités, certaines sont plus probables que d'autres. Celles qui circulent habituellement la nuit, celles qui ne devraient pas être là. Celles qui n'appartiennent pas au quartier, on examine alors les entrées, les sorties, les rues qui mènent aux accès principaux. On se demande si quelqu'un a pris Nancy. Où est-il allé? Vers les routes rapides? Vers le désert, vers un endroit close? Vers une maison, vers un véhicule plus grand? Une camionnette, un SUV. Les hypothèses se croisent et se contredisent, mais elles ont un point commun. Elles les obligent à imaginer Nancy dans un espace non maîtrisé, loin de son porche. Loin de sa lampe, loin de tout ce qui était sa sécurité. Et cette imagination est insoutenable pour ceux qui l'aiment. Pour tenir, la famille se raccroche à l'idée d'une erreur du ravisseur, parce qu'il y a toujours une erreur. Mime minime, mime invisible. Mime tardive, une erreur de timing. Un message envoyé, un appareil oublié. Un témoin sous-estimé, alors s'ils prennent pour l'erreur. Pas au sens religieux seulement, au sens humain. Asterisk que quelque chose, quelque part.
Aiderai dans les plans de celui qui a fait cas asterisk. Et c'est précisément cette idée qui rend l'enquête plus tendue à ce stade, si l'auteur a planifié. Il a aussi planifié la fuite, il a pensé à l'après. Il a pensé aux recherches, il a pensé à l'attention médiatique. Peut-être même il l'a anticipé, et s'il l'a anticipé. Alors s'il a prévu de s'effondrer dans le décor, c'est une ville entière. L'un des enquêteurs dit une phrase qui reste, parce qu'elle est simple et terrifiante. Le suspect ne ressemble pas à un suspect, il ressemble à quelqu'un qui s'achète un café. Cette phrase ne vise pas à faire peur, elle vise à rappeler une vérité. La plupart des crimes ne sont pas commis par des monstres visibles. Ils sont commis par des personnes capables. Le lendemain, de sourire à un voisin. Et ce moment-là, l'affaire franchit une ligne psychologique. Elle n'est pas seulement triste, elle est contaminante. Elle infecte les regards que chacun porte sur les autres, et ces regards. Si on ne prend pas garde, finit par devenir la véritable destruction. C'est pourquoi la police insiste tant sur les faits, c'est pourquoi elle refuse de nourrir les rumeurs. Parce qu'une communauté qui se dévore elle-même devient un terrain parfait pour un coupable. Tout le monde soupçonne tout le monde. Donc personne n'observe vraiment au milieu de cette tension. Un appel arrive sur la ligne officielle, un appel différent. Pas un délire, pas une théorie. Un appel factuel, quelqu'un signale avoir vu un véhicule à une heure étrange. Dans une rue secondaire, avec un comportement qui, sur le moment, semble juste bizarre. Rien de plus. Mais quand on le place sur la carte, quand on le place dans la chronologie, il tombe dans une zone intéressante. Un endroit où l'on pourrait passer pour éviter les caméras principales. L'enquêteur qui reçoit l'appel ne s'emballe pas. Il pose des questions. Il note. Il demande si la personne peut décrire la voiture, le bruit, la direction. Il demande si quelqu'un d'autre était présent. Il demande s'il y avait une lumière, si les phares étaient éteints, si la voiture s'est arrêtée à continu. Puis il raccroche. Et il fait quelque chose de banal, mais décisif. Al compare, est-ce qu'un autre appel parle de la même chose? Est-ce qu'une caméra montre quelque chose qui est droit? Est-ce qu'un voisin mentionne un bruit à ce moment? Et là, une coïncidence apparaît. Petite, fragile. Mais une coïncidence, c'est à ce moment que l'affaire commence à ressembler à ce qu'elle est souvent. Occur une superposition de détails imparfaits qui, ensemble, dessinent une trajectoire. La police n'annonce rien, mais dans les jours qui suivent, certaines actions visibles et déplacent, des agents retournent dans des zones spécifiques. Des recherches ciblées se font là-haut auparavant. En church at large, on voit moins de bateaux spectaculaires. Et plus d'allers-retours discrets. Cela ne veut pas dire qu'ils en trouvent Nancy. Cela veut dire qu'ils croient pouvoir approcher quelque chose, un lieu de passage. Un point de transfert, un endroit où les plans a dû respirer. Un lieu où l'auteur a dû, au moins une fois, se sentir exposé. La nuit devient alors le théâtre principal. Parce que la nuit, c'est la zone de confort de celui qui a le masque. Et la police commence à travailler comme on travaille dans les affaires où l'ombre est un personnage. Elle surveille. Elle compare. Elle attend. Elle traque la répétition. Les criminels répètent. Même quand ils croient être uniques, ils reprennent la même route. Ils retournent au même endroit. Ils consultent les mêmes pages. Ils commettent la même erreur, pendant ces temps. La famille reçoit des messages. Certains sont bons. Des soutiens réels, d'autres sont atroces. Des insultes, des accusations. Des gens qui demandent des détails comme on demande un épisode supplémentaire, et dans cette brutalité. La famille découvre une vérité que personne n'apprend volontairement quand une tragédie devient publique.
Elle attire autant la compassion que la prédation. Cette découverte transforme aussi leur regard sur le monde. Ils deviennent plus méfiants, plus durs, plus controls. Ils apprennent à verrouiller leur propre récit. Parce qu'ils ont compris que le récit, aujourd'hui, est une arme, et si verrouillage. Pour les proches, est une seconde douleur. Devoir se protéger au moment où ils auraient besoin d'être ouverts. Dans un échange discret. Quelqu'un de la police laisse filtrer une phrase, presque malgré lui. Nous avons des personnes d'intérêt. Si n'est pas un suspect, si n'est pas une inculpation, mais si est une phrase qui change l'air. Parce qu'une personne d'intérêt, c'est une main posée sur une ombre. Si n'est pas la saisie, c'est le contact. Et si contact déclenche une nouvelle peur, celle de la réaction. Si l'auteur est informé, même vaguement, que la police se rapproche par un ami, par une rumeur, par une intuition, il peut se mettre à bouger, il peut faire disparaître des objets, il peut déplacer un véhicule, il peut brûler des vêtements, il peut changer de téléphone, il peut tenter de fabriquer un alibi. Il peut même tenter de gérer une fausse piste pour détourner l'attention dans les affaires d'enlèvement. C'est souvent là que tout se joue, dans la panique du coupable. Et c'est là que le récit se resserre, non plus autour de Nancy Suleiman, mais autour d'un duel invisible. La patience des enquêteurs contre la nervosité de celui qui a commis l'acte. La silhouette masquée sur la vidéo redevient l'image obsessionnelle. On la montre à ceux qui peuvent reconnaître une démarche. On la décrit à des gens qui connaissent des gens. On la place dans des bulletins internet. On compare son gabarit à des individus connus. C'est un travail ingrat. Presque archaïque, malgré la technologie. Reconnaître le humain à travers une forme est important. Parfois, c'est la fonction. Pas parce qu'on voit le visage, mais parce qu'un ami reconnaît une manière de bouger. Un parent reconnaît une posture, un collègue reconnaît une taille, une épaule, un rythme. Le corps, même masque, trahit des habitudes dans ce climat. Une décision est prise, la police demande au public de se concentrer sur une chose simple. Pas sur les suspects imaginaires, pas sur les théories. Sur le concret. Véhicules inhabituels, personnes masquées, comportements nocturnes anormaux autour du quartier à la date précise. C'est un appel au réel, une tentative de ramener l'affaire à ce qu'elle doit être. Une enquête, et cela produit un effet étranger. Dans certains esprits, l'affaire se calme. Dans d'autres, elle se crispe. Les rumeurs continuent, mais elles perdent un peu de leur puissance. Parce que la police, publiquement, remet la main sur le volant, à cet instant, quelque chose devient clair, même si personne ne le dit à haute voix. L'enquête est entrée dans sa phase la plus dangereuse, celle où l'on est assez proche pour que l'auteur sente la présence, mais pas assez proche pour l'arrêter. Cette zone, les enquêteurs la connaissent. Ils la respectent, ils avancent lentement. Comme on avance dans une épice où l'on sait que quelqu'un est caché, et la famille. Elle vit dans une tension équivalente. Mais différente, l'espoir revient par vagues. Puis s'écrase. Chaque rumeur de développement devient un coup de tonnerre intérieur. Ils se surprennent à imaginer, à nouveau, que Nancy pourrait être retrouvée, puis ils se punissent pour cette imagination. Comme si l'espoir était une faiblesse, mais l'espoir n'est pas une faiblesse. C'est un instinct, et c'est peut-être cet instinct qui fait que, malgré la fatigue, malgré le bruit, malgré la horreur numérique, malgré le désert autour, la famille continue de parler, continue de montrer son visage. Continue de répéter le nom de Nancy comme on répète une vérité pour empêcher qu'elle s'efface, car il y a une seconde morte. Dans les disparitions, l'oubli, et tant que les noms circulent, l'oubli ne gagne pas.
ce soir-là, alors que la lumière tombait à nouveau sur Catalina Foothills. Un enquêteur quittait le bureau tard. Il sort. Elle respire l'air froid. Elle regarde la ville. Il sait ce que personne ne veut entendre. La plupart des affaires ne se résolvent pas par un moment spectaculaire. Elles se résolvent par une accumulation de patience. Il monte dans sa voiture. Et avant de démarrer, elle regarde son téléphone. Un message est arrivé. Un message court. On information brute, venu d'un recoupement ou d'un appel. Il ne sait pas encore si qu'est la piste, mais il sait une chose. C'est suffisamment solide pour déclencher une série de vérifications immédiates. Il démarre. Dans le noir, quelque part. C'est lui qui a posé des branches devant une caméra continue, lui aussi. De vivre, peut-être qu'il regarde les actualités. Peut-être qu'il évite de les regarder, peut-être qu'il se persuade qu'il est invisible. Peut-être qu'il commence à comprendre qu'il ne l'est pas. Et dans cette distance entre deux voitures qui roulent dans la même ville, celle de l'enquêteur et celle. Peut-être, tout coupable l'affaire se rapproche d'un point de bascule. Un point où l'ombre pourrait devenir un visage, ou un point out. Sentant la main se poser sur elle, l'ombre décidera de bouger à nouveau. Et si elle bouge, elle laissera forcément une trace. Quelque chose de trop humain pour être effacé. La nuit suivante ne ressemble pas à une répétition. Elle ressemble à un retour sur les lieux d'un crime qui n'a pas encore de nom officiel, mais qui a déjà un goût. Celui de la préparation, dans un bureau éclair au néon. Quelqu'un fait défiler la vidéo une nouvelle fois, toujours la même silhouette. Toujours si masque, toujours si geste calme les branches. Les feuilles, la caméra aveuglée. Et toujours cette portion manquante, si trou noir après l'obstruction. Comme si l'histoire avait été arrachée à l'instant où elle devenait la plus importante, le message recule place tot n'était pas une solution. C'était un caillou dans une chaussure, petite, irritant, impossible à ignorer. Un appel propre, sans history. Sans theory, un véhicule appel qui a une heure précise. Dans un Android précis, avec un détail précis pas un jai un mauvais pressentiment. Mais un jai vuka, et comme semble normal. Le genre de détail qui n'impressionne personne sur un plateau télé, mais qui peut faire bouger une enquête parce qu'il est compatible avec la réalité. Compatible avec une route de vêtements, compatible avec une sortie discrète. Compatible avec le besoin, après une opération risquée, de quitter les artères principales, alors, sans spectacle, l'enquête se déplace. Les grandes bateaux laissent en place des gestes, plus fins, on consulte des cartes. On relève des intersections, on hiérarchise les caméras potentielles. On dresse une liste de routes où l'on peut circuler sans être filmé frontalement, et une autre liste de routes où l'on est filmé sans le savoir par des commerces. Des parkings, des portails automatiques. On remonte les kilomètres, pas comme on poursuit un fantôme. Mais comme ensuite une logique, si l'auteur a pensé à aveugler une caméra. Il a probablement pensé à éviter les autres astérisques, et quand on pense à éviter, on finit presque toujours par répéter les mêmes réflexes, les mêmes itinéraires. Les mêmes heures, les mêmes zones d'ombre. Dans le quartier, personne ne voit ces déplacements. Les habitants voient moins de véhicules marques, moins de Rubens, moins de présence visible, et des interprétants cela de la seule manière possible quand on souffre. Comme un recul, comme une perte. Mais si qu'ils ne voient pas, c'est la deuxième vie de l'enquête, celle qui se fait sans uniformes, sans sirènes, sans annonces. Cette nuit-là, des agents circulent dans des voitures banales. Pas pour piger quelqu'un comme dans un film, mais pour observer un terrain qui, depuis la disparition, a cessé d'être neutre. Une ruelle qui semblait anodine devient un couloir, une sortie de lotissement devient une porte. Un arrêt au stop devient une pause où quelqu'un, peut-être,
a respire, et l'enquête. Elle osi respire. Elle inhale des details, a une hure tardive. Dans une salle plus calme, quelqu'un assemble trois éléments. Le premier, la fenêtre temporelle approximative de la disparition. Elle n'est pas parfaite, mais elle existe. Encadrée par des moments de certitude, le dépôt à la maison, le matin de l'absence. Entre les deux, un intervalle. Et dans cet intervalle, les minutes deviennent précieuses. Le deuxième, la vidéo de la sonnette. Avec son obstruction, le troisième. CI signalement de véhicule, place sur une route secondaire qui contourne les caméras les plus évidentes. Trois éléments ne font pas une preuve, mais ils font une hypothèse. Et une hypothèse, une enquête. Est une direction de travail, alors on ouvre un autre dossier. Plus technique, plus Freud. Celui des véhicules, on ne cherche pas une voiture. On cherche asterisk, un comportement asterisk. Un véhicule qui a circulé de façon inhabituelle à une heure inhabituelle dans une zone inhabituelle. Cela implique de revoir des images de mauvaise qualité, des fichiers compressés, des angles absurdes où l'on ne distingue qu'une phare, qu'une silhouette lumineuse, qu'une forme, on stabilise. On grossit, on compare les proportions. On cherche en détail la position d'un feu, la hauteur d'un pare-chocs, la largeur d'un calandre. C'est de l'archéologie numérique, et parfois, elle donne quelque chose, un model possible. Une plage de véhicules compatibles, si possible n'est pas satisfaisante pour le public. Mais pour une équipe qui travaille, c'est un premier crochet. Parce que du possible on peut aller vers du probable, et du probable vers du vérifiable. Et pendant que les techniciens travaillent sur des pixels, d'autres travaillent sur des humains. Parce que la vraie question revient, entendez? Asterisk, qui savait, asterisk. Qui savait l'heure à laquelle Nancy rentrait, qui savait qu'elle serait seule. Qui savait qu'une femme de 84 ans pouvait être vulnérable à un moment précis. Qui, dans un rayon restreint, possédait assez de confiance ou d'arrogance pour opérer dans ce quartier sans craindre le hasard d'un voisin insomniaque. L'enquêteur qui mène ces questions n'a pas besoin d'être cynique pour être lucide. Il sait que, dans de nombreuses affaires, l'inconnu masque n'est pas un étranger tombé du ciel. Souvent, il est là de loin. Une connaissance d'une connaissance, une routine observée, un secret partage, un détail glané dans une conversation, un réseau, un travail. Un homme revient parfois dans ces affaires, non pas comme suspect, mais comme point de contact, un prestataire, un livreur, quelqu'un qui a eu accès au quartier, quelqu'un qui sait comment entrer et sortir sans attirer l'attention, à ce stade. Si n'est pas une accusation, c'est une méthode. On cartographie les accès, les habitudes, les présences possibles, la famille. Elle lutte sur un autre front. Le front du récit public, chaque jour. Ils doivent décider si qu'ils descendent, si qu'ils taisent. Trop parle pour donner des informations aux ravisseurs. Trop s'étire alimenter les soupçons, c'est une ligne de crête. Et au-dessus de cette crête plane la foule numérique qui ne pardonne pas l'hésitation. Qui transforme chaque nuance en preuve d'un secret. Ils recueillent encore des messages violents. Des gains qui exigent, qui accusent, qui spéculent. La famille apprend une leçon horrible. Quand une affaire devient consommable, certaines personnes ne voient plus une femme disparue. Elles voient une intrigue, une série, un divertissement, et pendant que ces jeunes réclament des rebondissements. La famille, elle, réclame une seule chose, Nancy. Dans une pièce de la maison familiale, quelqu'un garde une photo posée sur une tablette. Pas pour faire joli, mais pour maintenir une présence.
Le sourire de Nancy sur cette photo devient un objet de survie. On le regarde au réveil. On le regarde avant d'essayer de dormir. On s'y accroche comme on y ancre dans une immersion. C'est dans ce contexte qu'une décision est prise, intensifier la stratégie de l'appel au public. Mais en la canalisant, un message clair. Repeat, sans fioritures. Pas de théories, pas de chasse aux sorcières. Seulement des faits. Le véhiculez-vous? Les comportements nocturnes, les caméras privées, les gains quiantes, peut-être. Une vidéo sans savoir quel compte. Cette demande semble banale. Mais elle est cruciale, parce qu'elle s'adresse à une vérité du monde moderne. Tout le monde filme, et presque personne ne regarde vraiment ce qui le filme. Dans les jours suivants, cela produit un résultat ambigu. Des dizaines de vidéos arrivent, la plupart ne montrent rien. Certaines montrent des ombres, des reflets. Des choses que l'on pourrait interpréter dans tous les sons, mais au milieu. Il y a parfois une séquence qui accroche l'œil d'un analyste, pas parce qu'elle montre clairement un crime. Mais parce qu'elle montre un astérisque, anomalie astérisque, une voiture qui ralentit au mauvais endroit. Une portière qui s'ouvre puis se referme, une lumière intérieure qui s'allume. Un demi-tour inutile, si sont des gestes simples. Mais dans une nuit où quelqu'un a disparu, les gestes simples deviennent des signaux. La police ne s'emballe pas, elle a appris à se méfier. Les fausses pistes, surtout dans une affaire médiatisée, pouvant tuer une enquête, mais elle avance. Elle recoupe, elle place ces anomalies sur la carte. Et ce qui était une constellation diffuse commence à former une figure, un corridor de circulation plausible. Un couloir d'évitement, une direction. Le désert, jusque-là, était une menace abstraite, trop vaste, trop silencieux, maintenant. Il devient une option parmi d'autres, pas la seule. Car l'option la plus claquante dans une disparition n'est pas toujours loin, parfois. C'est près, parfois. Le ravisseur ne part pas dans la nature, il reste dans la ville. Il se cache dans la normalité, et cette possibilité change la manière dont la police pense la suite. Si l'auteur est local ou au moins familier, il peut être encore là, il peut aller au travail. Il peut faire ses courses, il peut observer les recherches. Il peut se nourrir de l'idée qu'il a créé un chaos qui lui donne de l'avance. Cette idée déclenche une stratégie que le public perçoit rarement. L'observation silencieuse, on ne cherche pas seulement la trace du crime. On cherche la trace de astérisque la réaction, qui suit l'affaire avec une intensité anormale, qui pose trop de questions, qui tente de s'informer sur ce que la police sait, qui veut aider de manière trop insistante, si n'est pas une preuve. Mais c'est un filtre. Dans le même temps, l'équipe technique continue de travailler sur la vidéo de la sonnette. Plus on la regarde, plus une chose apparaît, l'auteur n'a pas improvisé la couverture de la caméra. Il a su, instinctivement ou par habitude, quoi faire pour aveugler l'œil, et ce genre de réflexe peut venir d'une expérience. Cambrioleur, personne habituée à contourner des dispositifs. Individu qui a déjà fait face à des caméras, ou simplement quelqu'un qui a appris en regardant d'autres affaires. La question devient alors, est-ce que cet enlèvement présumé ressemblait à un acte unique? Il y a une signature, les enquêteurs commencent à vérifier des incidents voisins. Vols nocturnes, tentatives d'intrusion. Comportements suspects signals dans les semaines précédentes. Ils ne cherchent pas le même crime. Ils cherchent astérisque le même style astérisque, une caméra obstruée, un masque, une approche discrète. Le public, lui, ne voit rien de cette exploration. Il voit seulement le silence. Et le silence est un tocho. Les commentateurs s'impatientent. Les théories reviennent, des gens utilisant des images, coupant des extraits, fabriquant des preuves à partir de pixels.
et la police se retrouve dans une position absurde, travailler contre un ravisseur potentiel tout en protégeant l'enquête contre une foule qui l'a saboté. La famille commence à comprendre que l'affaire ne sera pas seulement une bataille pour retrouver Nancy, qui sera aussi une bataille pour empêcher que l'histoire écrase d'autres vies au passage. Dominic Evans, l'homme injustement cible. Devient un symbole involontaire de cette dérive, les menaces, les attaques, le harcèlement. Tout cela montre à quel point le public peut préférer une conclusion rapide, même faussée, à une vérité lente. Et cette préférence est dangereuse. Parce qu'elle met une pression sur l'enquête, celle de donner un nom, n'importe lequel, les enquêteurs refusent. Ils s'accrochent à une règle simple. Un nom sans preuve n'est pas une avancée. C'est une explosion. Alors ils continuent. Un soir, un agent recueille une nouvelle piste puzzle. Une vidéo de caméra privée d'un voisin, orientée vers une zone où l'on n'attendait pas grand-chose. Elle montre une rue presque vide, puis, à un moment précis, un passage. Pas spectaculaire, mais la lumière des phares se reflète sur une surface. Et l'angle permet d'estimer la hauteur du véhicule, une donnée de place. Le genre de données qui, isolé, ne vaut rien, mais qui, ajouté aux autres, commence à réduire le champ, on compare avec les hypothèses. On élimine quelques modèles, on resserre. Et pour la première fois, quelqu'un ose prononce une phrase qui, dans une enquête, ressemble à une respiration. On peut travailler une liste, que veut dire qu'on peut sortir du flou, que veut dire qu'on peut chercher des propriétaires. Des enregistrements de véhicules qui correspondent à une plage précise. Que veut dire qu'on peut vérifier des présences dans une zone, des déplacements à une rue, des comportements après, que veut dire qu'on peut rapprocher une ombre d'une personne réelle. La police commence alors à faire ce que le public imagine rarement. Elle frappe à des portes de manière discrète. Pas une accusation, une vérification. Elle demande, avez-vous une caméra? Avez-vous vu quelque chose cette nuit-là? Avez-vous entendu un moteur? Avez-vous remarqué une voiture inhabituelle? These questions. Répétez, finissant par produire ce que la peur avait empêché au départ. Des souvenirs, pas des certitudes. Mais des impressions, un voisin qui se rappelle avoir entendu un bruit inhabituel. Mais n'y a pas prêté attention, une personne qui se souvient d'avoir vu une silhouette dans le noir. Un autre qui se rappelle d'une véhicule station trop longtemps, puis reparti. Et dans cette accumulation, l'enquête gagne une chose précieuse. Une direction plus nette, pour la famille. CS movements restent invisibles, si quel récent. C'est le poids de l'absence, et cette absence commence à s'infiltrer partout. Dans les repas où personne n'a faim, dans les conversations où on évite certains mots, dans les moments de calme où l'esprit revient, malgré soi. À l'image insupportable, Nancy seule dans la nuit. Et quelqu'un qui approche, le choc. C'est que la famille ne peut pas imaginer Nancy autrement. L'imagination devient un piège. Elle construit des scénarios. Elle torture. Elle invente. Alors les proches apprennent à se discipliner. Ne pas penser trop loin, ne pas se projeter, ne pas se briser. Mais cette discipline aussi est une violence. Elle interdit l'humanité naturelle de la peur, un après-midi. Une décision nouvelle tombe. Des enquêteurs veulent revisiter une zone périphérique et passe un désert immense. Mais un secteur précis, aligné avec le couloir de circulation probable. Une zone où l'on pourrait s'arrêter quelques minutes sans être vu, où l'on pourrait transférer quelque chose, où l'on pourrait reprendre son souffle. On ne parle pas publiquement de site. On parle de secteur d'intérêt, c'est une nuance. Mais elle est lourde. La recherche s'organise. Moins de volontaires, moins de bruit. Plus de méthodes. On travaille en ligne. On note chaque meter, chaque anomalie.
Chaque objet qui ne devrait pas être là, le paysage. DNCI secteur, n'est-ce pas spectaculaire? C'est justement ce qui le rend dangereux. Il est banal. Il n'est pas fait pour cacher l'exceptionnel. Pendant la recherche, il se passe souvent ce qui se passe dans les moments décisifs, rien, jusqu'à ce que tout bascule. Quelqu'un s'arrête, il appelle un autre. Une équipe se rapproche, on voit un mouvement de main, une posture qui change, et même sans entendre. On comprend, ils on trouve quelque chose qui mérite qu'on ralentisse. Est-ce qu'un objet, une trace, un détail mécanique, une piste de tissu? La police ne le dit pas, les familles. Dans ces moments, apprennent à vivre avec des silences qui ressemblent à des murs. Car même où on trouve quelque chose est une phrase qui peut détruire une journée entière d'un seul coup, sur place. On photographie, on marque, on prélève, on sécurise. Les gestes sont froids, presque doux. Et c'est cette douceur qui fait peur. La douceur des professionnels face à l'horreur potentielle. Au même moment, ailleurs, quelqu'un regarde l'actualité, quelqu'un voit des véhicules. Quelqu'un lit un post. Quelqu'un comprend que l'enquête se rapproche d'une zone qu'il avait peut-être considérée comme sûre. Et si cette personne est l'auteur, alors son corps connaît une sensation particulière. Une chaleur dans la poitrine, un souffle plus court. Une idée fixe, la panique. Les enquêteurs savent que la panique est une alliée, parce qu'elle fait commettre des erreurs. Elle fait bouger, elle force le criminel à agir. Et adjuster, à repérer. Et réparer, dans le monde réel. Impliquer des actions visibles, c'est déplacer. Jeter, brûler. Déplacer, effacer. Alors, cette nuit-là, ils ne cherchent pas seulement Nancy, ils cherchent aussi une agitation anormale. Une voiture qui sort tôt, une voiture qui revient tôt. Un détour inutile, un arrêt dans un endroit isolé. Un comportement qui dit, quelqu'un essaie de reprendre le contrôle. Astérisque, dans une voiture banalisée. Un agent observe une portion de route, il regarde les phares qui passent. Il écoute, le silence du désert urbain est trompeur. Il n'est jamais vidé, il est plein de choses minuscules qu'on ignore habituellement. Une voiture passe, normal. Une autre, puis une troisième ralentit. L'agent note, il compare avec l'horaire. Il ne tire aucune conclusion, il fait ce qu'on fait dans ses affaires. Il accumule, parce qu'un seul passage ne prouve rien. Mais deux passages, trois passages. Une répétition, commençant à raconter une histoire, et l'histoire. Ici, escalade d'un plan qui commence à se fissurer. Dans la nuit, la tension devient presque tactile. Ce n'est pas une scène de film avec musique dramatique, c'est pire. C'est le réel, et le réel n'a pas besoin de musique. Il a besoin d'un seul moment où quelque chose cloche, vers une heure tardive. Un message circule entre enquêteurs, court. C'est un point. Une direction, une demande. Verify immédiatement, cela ressemble à une procédure. Mais c'est un appel à l'urgence, parce que ce qu'ils en trouvent dans le secteur d'intérêt quel que soit si quelque chose vient peut-être de se connecter à une autre donnée. Une donnée qui, soudain, donne un sens, et dans une enquête. Quand deux données séparées se connectent, si n'est plus un puzzle. C'est une piste, la famille requiert une information minimale. Les recherches continuent, l'enquête avance. Rien de conformable publiquement, cela ne nourrit pas l'esprit. Cela ne soulage pas, mais cela empêche l'effondrement total. Dans le salon, quelqu'un sert une tasse de café froid sans s'en rendre compte. Le regard est fixe sur un point vide, on pourrait croire que la personne ne pense à rien. En réalité, elle pense à tout. En boucle, sans pause.
est au cœur de cette boucle. Une phrase revient. Commis un bâtiment. Où est-elle? Astérisque. La police? Elle se rapproche d'une question plus précise. Astérisque qui l'a amené. Astérisque. Mais entre ces deux questions, il y a une troisième. Plus dangereuse, qui commence à émerger au bord des lèvres sans être prononcée. Astérisque est qu'on peut encore la trouver à temps. Astérisque. Cette question, les enquêteurs ne la posent jamais à voix haute. Ils la transforment en action, ils la transforment en verifications, en recoupments, en heures sans sommeil. Parce que si l'on laisse cette question prendre la place, elle est tout le travail. Alors ils continuent.